l'Assemblée, bonjour chers collègues. Comme vous le constatez, c'est le premier conseil municipal, je m'entends bizarrement. Tout le monde m'entend? Oui? Bon. Je m'entends moins bien moi, mais c'est pas grave. C'est le premier conseil municipal dans la mairie depuis ce qu'on a vécu. Petit rappel, vous devez, je suis sincèrement désolé, sauf quand vous prenez la parole bien évidemment, garder votre masque. Les distances sont... la notion des 1 mètre ne sont plus à respecter. C'est pour ça qu'on a préféré le faire ici. Imaginez si on l'avait fait dans la salle de sport de l'autre côté avec la chaleur qu'il fait. Déjà ici, c'est pas mal, mais là-bas, vous imaginez un peu. Vous avez de l'eau à votre disposition. Si vous souhaitez, pour des raisons de respiration, de chaleur, etc., faire une pause, vous pouvez. Je vous demanderai juste de quitter la pièce, retirer votre masque. Ça sera marqué à la séance, votre entrée et votre sortie. Pour le public également, si vous souhaitez à un moment donné faire une pause, n'hésitez pas à mais vous sortez, vous retirez votre masque. Quand vous revenez, vous remettez votre masque, s'il vous plaît. Et vous avez tous, public compris, des bouteilles d'eau à votre disposition. Le chauffage, vous l'avez compris, est offert. Je vous propose, il est 18h? Ça a sonné? Il est 18h. Il est 18h01. Je déclare donc la séance du conseil municipal du 30 juillet 2020 ouverte. Je vais d'abord demander à monsieur Nicolas Picard de faire l'appel. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur David Bustin. Présent. Madame Di Cristina Caroline. Présente. Monsieur Simon Didier. Présent. Madame Delcourt Fabienne. Présente. Monsieur Smith Jean-François, absent. Procuration à Madame Caroline Di Cristina. Madame Maximovic Louisette. Présent. Monsieur Liégeois Bernard. Présent. Madame Dibello Christine. Présent. Monsieur Forte Serge. Présent. Madame Semaille Virginie. Présent. Madame Berlinet Nicole. Présent. Monsieur Sider Joël. Présent. Madame Emrabé Nathalie. Présent. Monsieur Zimaniac Richard. Présent. Madame Salingue Ghislaine. Présent. Monsieur Arbouche Mohamed. Présent. Monsieur Bustin Guy. Présent. Monsieur d'absence Germain. Présent. Madame Bouedzila Malika. Monsieur Petitjean Michael. Présent. Madame Brissy Angélique. Présent. Madame Rossard Anne-Sophie. Monsieur Climpon Romuald. Présent. Monsieur Alati Silvio, absent. Procuration à monsieur David Bustin. Madame Simon Pauline. Présent. Monsieur Aga Franck. Présent. Madame Noman Rasconvel Josette, absente. Procuration à monsieur Franck Aga. Monsieur Scaramoudino Pierre. Présent. Madame Dozoteux Laurence. Monsieur Lataviec Michel. Présent. Madame Lemoine Marie-France. Monsieur Lefebvre Francky. Madame Haïder Nadia. Présent. Le quorum est atteint, monsieur le maire. Merci, monsieur le DGS. Je propose de désigner, comme d'habitude, un secrétaire. On va désigner une secrétaire, madame Christine Dibello, puisque ça sera sa première intervention au cours du conseil municipal. Y a-t-il des remarques ou pas de soucis? On y va comme ça? On y va comme ça. Avant de prendre l'ordre du jour, nous avons 3 points déposés sur table. Vous les avez tous normalement. Alors, c'est le 2 points. Alors, désolé, mais on va repartir dans les joies des chiffres et des numérotations. Le 2.1.16 qui concerne la subvention à l'association de l'amitié franco-belge. Franco-belge, j'ai dit quoi? Franco-allemande. Vous savez pourquoi? Non, c'est parce que je sors d'une réunion avec la Belgique. Je vous expliquerai après. Franco-allemande. Tout simplement parce que nous avons quelqu'un au conseil municipal, je crois que c'est Marie-France qui en fait partie, et donc c'est pour désigner la notion des personnes qui ne prennent pas part au vote. Je reviendrai en détail tout à l'heure. Mais donc c'est pour ça qu'il faut absolument clairement l'identifier. Ensuite, nous avons une subvention, donc c'est le 2.1.17, l'association Dépendance, pour une subvention qui n'était pas prévue initialement, tout simplement parce qu'avec la période du Covid, ils ont un peu zappé. L'association des parents, je pense que tout le monde connaît, ils ont un peu zappé la chose et ils nous ont demandé s'il était possible de rattraper. Et ensuite, un élément technique et urbanisme, la proposition d'acquisition d'une parcelle. J'y reviendrai bien sûr en détail, mais là, ça sera à la fin, c'est le point 7, donc ça sera à la fin de l'ordre du jour du conseil municipal. Est-ce qu'on les fait une par une On les fait une par une, les votes. Ok, donc pour la subvention, pour mettre à l'ordre du jour cette spécificité concernant le fait que Madame Marie-France Lemoine ne
prendra pas part au vote. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Il n'y a pas de sujet. Enfin, abstention, vote contre, pas de souci. Donc ça rejoint l'ordre du jour. On y reviendra en détail. Sur la subvention, la demande de subvention un peu en retard de dépendance, est-ce que vous avez des remarques pour le mettre à l'ordre du jour? Des abstentions, des avis contre? Je vous remercie. Et enfin, sur l'avis 7, donc l'acquisition d'une parcelle, juste pour le mettre à l'ordre du jour, on le débattra après, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous avez des avis contre ou des abstentions? Non, je vous remercie. Ces 3 points à l'ordre du jour sont donc officiellement rajoutés. On va prendre le fil normal du déroulé. Sur les comptes rendus, alors celui du 3 juillet, Madame Josette Neumann nous avait fait remarquer à juste titre qu'il y avait une erreur, vous vous rappelez, quand on s'était vu au dernier conseil municipal et avait demandé à rectifier le nombre de votants. C'était pas 27, en effet, c'était 33 puisqu'on était au complet. Donc ça a été fait. C'est la rectification que les membres de Vieux-Condé au Cœur avaient demandé. Donc c'est le même compte rendu, à part qu'il y a une rectification sur le nombre de votants. Donc il faut repasser au vote de ce compte rendu puisqu'il a été rectifié. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur ce compte rendu? On l'a déjà présenté. Pas d'autres remarques? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Ce compte rendu est donc adopté. Le compte rendu du 16 juillet, là c'est le dernier. Donc vous l'avez aussi dans vos documents annexes. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote ou des remarques éventuellement? Monsieur Haga. Déjà, bonjour à toute l'Assemblée. J'ai des questions, Monsieur le maire, mais je me demande si je ne vais pas les poser en questions diverses. Alors, les questions, s'il y a des questions diverses, il faut nous saisir je ne sais plus combien de temps avant. Mais je sais, mais étant donné que nous n'avons pas voté le règlement intérieur, que nous n'avons pas... Voilà, donc... J'accepte. Voilà. Je vous remercie. Soit on le fait comme vous voulez. En questions diverses. En questions diverses, oui, à la fin? Parce que j'ai pas mal de petits points à relever par rapport aux informations qui ont été données. Merci. Rappelez-le-moi que je ne le zappe pas. Ouais. Ok, ça va. Par contre, on va le voter, on va le voter tout de suite, hein, le compte rendu. Donc, pour l'adoption du compte rendu du 16 juillet, donc le dernier, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, sachant que donc on reviendra sur des points ou des remarques. Point 1, point 3. Désignation des représentants du conseil municipal au sein de la commission communale des impôts directs. C'est très classique. Nous avons besoin de désigner des représentants qui sont au sein de cette table et qui vont représenter cette commission. Alors, petit rappel, on donne un nombre de listes de 32. Ne me demandez pas pourquoi 32, c'est comme ça. C'est dommage, ça aurait été 33, on aurait mis tout le monde. Mais là, c'est 32, donc il y en a forcément un ou une de moins. Sachant que nous présentons cette liste, c'est la DGFiP qui désigne dans cette liste, c'est elle qui vérifie, qui désigne les 8... Alors, il y a le maire, en qualité de président, 8 membres titulaires et 8 membres suppléants. Donc là, on leur donne une liste, la DGFiP revient vers nous et nous donnera les gens qu'ils ont choisis. C'est comme à chaque fois, hein. C'est une commission qui se réunit une fois par an, si je ne dis... Hein, c'est ça, c'est une fois par an. Donc, ce que j'ai proposé, tout simplement, j'ai essayé de faire au plus simple, il en faut 33, c'est eux qui nous donnent la limitation de 32, pardon. J'ai du mal avec... Je vais avoir beaucoup de mal avec les chiffres, c'est sympa, en plus on ne va pas parler beaucoup de chiffres. Donc 32 personnes. Donc on est parti des premiers jusqu'au dernier, c'est-à-dire que là on s'arrête en suppléant. Donc forcément il y a les titulaires, il y a les suppléants. Il y aura un équilibre hein, puisque c'est 8 et 8, hein, 8 titulaires et 8 suppléants forcément. Donc on s'arrête à Pierre Scaramuzzino puisqu'on s'arrête à 32. Donc c'est la proposition qu'on vous fait pour la désignation des membres qui vont siéger à cette commission communale des impôts directs. Et la DGFiP reviendra vers nous et je vous rendrai compte au sein d'un autre conseil municipal des personnes qui ont été désignées. Des questions sur le sujet? Oui, Marie-France. Moi, je regrette, c'est qu'on n'ait pas de... Georges Elmas, parce qu'on n'entend rien. Oui. Il n'y a pas du tout de titulaire parmi la liste Vieux-Condé au Cœur. Non. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on est majoritaire. Et que c'est pas soumis... Non mais, c'est pas un scrutin de liste, comme on l'a fait pour certaines commissions. J'ai plus les noms en tête, mais d'autres commissions ont posé la liste des 8, la liste des 25 et procédé au vote, etc. Là, c'est une désignation comme dans d'autres commissions où vous avez vu qu'on était en représentativité systématique. Maintenant, sincèrement, hein, on a mis les 32 dans la bonne volonté et le réflexe en partant forcément de nous en tant que délégués titulaires et en tant que délégués suppléants.
Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à cette commission. Elle se réunit une fois par an. C'est avec le Trésor public, avec les différents représentants de l'État. Voilà, dont acte, mais je réponds sous la forme politique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va procéder au vote. Qui est contre? Alors attendez, tous? Il y a une procuration en plus, hein, je crois, c'est ça? Donc 8. Donc vous votez contre, hein? D'accord. Abstention? Je vous remercie. C'est donc adopté. Ensuite, on va passer au nerf du sujet, en l'occurrence, le budget. Alors, je reprends mon ordre. Où est-ce que j'ai mis mon ordre? Où est-ce que j'ai mis mon ordre? J'ai perdu mon truc. Mais enfin. Qu'est-ce que j'ai fait de ma feuille? Ben non. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Pardon. Excusez-moi. Allez, je reprends le fil. On est en comptabilité finance. Donc le premier point, c'est le 2.1.1. Ajustement de l'autorisation de programme pour les fonds de concours versés à Valenciennes Métropole dans le cadre de la convention PNR-CAD ILO Gambetta d'Hervaux. Vous connaissez le chantier, c'est le chantier Gambetta d'Hervaux, c'est le chantier qui est en cours. Nous avons une convention avec les différents partenaires. L'agglo de Valenciennes est impliquée, la ville de Vieux-Condé est forcément impliquée. Il y a l'EPARECA qui a changé de nom d'ailleurs, j'y reviendrai dans d'autres conseils municipaux. Il y a Partenor, le bailleur qui construit, etc. À chaque fois, on fait un réajustement au fur et à mesure de l'opération et de l'avancement des travaux. Donc là, ce sont des réajustements qui nous permettent d'aller à la baisse. Concrètement, on avait une autorisation de programme pour la ville. Je parle du reste à charge de la ville. On était à 820 100 €, très exactement, lorsqu'on a fait le dernier avenant, le dernier réajustement comptable. Aujourd'hui, puisque plus on avance dans le chantier, plus on s'approche du coût définitif, plus on est proche de la réalité, on n'est plus en reste à charge pour la ville à 820 100 €, mais plutôt à 664 820 €. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une baisse de ce qui reste à notre charge. Je rappelle que le reste à charge ville est pris, l'enveloppe globale, en dehors des bailleurs, bien évidemment, et de l'EPARECA, c'est-à-dire les voiries, toutes ces choses-là, est pris en charge à 50% par Valenciennes Métropole. Trouver aujourd'hui un financeur ou une subvention à hauteur de 50%, je crois que c'est assez compliqué, surtout sur des voiries et du VRD. Là, les sommes que vous voyez là, c'est déduction faite des 50%. Si vous voulez le coût global des voiries, vous le multipliez par 2, concrètement. Donc, on passe de 820 000 à 664 820, c'est-à-dire une baisse de plus de 150 000 € du coût qui était prévu initialement et qui diminue. Tant mieux, c'est dans ce sens-là. Et forcément, c'est des économies réalisées pour la ville, pour d'autres sujets. Donc concrètement, ce que je vous propose, c'est de passer... Alors, si vous avez des questions, bien évidemment, c'est un réajustement. Hein. On reverra ça au fur et à mesure des chantiers. Des questions? Monsieur Aga. Non, pas spécialement de questions, simplement dire que le programme du PNR-CAD est un programme qui émanait, je vais dire, de l'ancienne mandature. Donc le groupe Vieux-Condé au cœur vote pour l'ancienne mandature 2008-2014. Oui, la première convention date de 2012, très exactement. Rectifié en 2014. Membre du jury, votre serviteur, en 2015. Dont acte, mais c'est très bien. Voilà. Donc on a fait une économie, ensemble. Je vous propose, il n'y a pas d'autres remarques, pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité, pour ce joli projet. Dans le même principe et exactement dans la même façon, c'est l'ajustement de l'autorisation pour le financement. C'est pareil, hein, à part que là, on est sur l'îlot entrée de ville Bellurier, c'est-à-dire les bâtiments. Parce que tout le monde pense au bloc, mais il y a 3 maisons côté Zola et côté Bellurier, il y a 2 maisons qui sont réhabilitées. Au total, c'est 15 logements. Donc là aussi, c'est un réajustement. Le programme évolue, le programme de construction. Alors, les montants ne sont pas les mêmes, mais ça se fera aussi. Au départ, notre reste à charge était de 92 200 €. Il va baisser, donc il va passer à 57 425 €. Ça fait donc une économie de 34 775 €. Là aussi, c'est du PNR-CAD, mais c'est un autre projet. C'est celui qui est en bas. J'ai toujours en bas de la place, en face de la cité Taffin, qui est en cours de construction, lui aussi. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Aga, vous avez participé, donc même principe. La même réflexion. Merci. La même réflexion que tout à l'heure. On est bien d'accord. Je vous propose... Il n'y a pas d'autres remarques? On peut passer au vote? Qui est contre?
Abstention. Merci pour cette belle unanimité et ces économies. On passe à l'ajustement des crédits de paiement des 6 autorisations de programme. Alors, les autorisations de programme, pour essayer de les définir un petit peu facilement, entre guillemets, ce sont des programmes des opérations qui sont à cheval sur plusieurs exercices et qu'on étale budgétairement sur plusieurs exercices. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'on ne dépense pas la totalité l'année où on construit, parce que le bâtiment se construit en 2 ans, en 3 ans, le projet se monte en 2 ou 3 ans. Donc on étale la chose, c'est ce qu'on appelle des AP, des autorisations de programme. Donc vous avez régulièrement des réajustements d'autorisations de programme, parce qu'on a avancé plus vite ou moins vite. Là, en l'occurrence, c'est plutôt du moins vite, dû au Covid, au ralentissement de chantier ou des choses comme ça. Donc vous avez votre tableau, je vais te le piquer, allez, parce que moi je l'ai en résumé, mais vous avez votre tableau qui est ici. Donc vous avez toutes les autorisations de programme. La première, c'est la réfection des bâtiments communaux. Alors, pour vous expliquer, la première colonne, c'est l'AP d'origine, c'est-à-dire l'enveloppe financière qui a été votée d'origine. Ensuite, vous avez les révisions de l'exercice, il n'y en a pas, sur aucune. Ensuite, vous avez le total cumulé, donc forcément c'est la même somme. Et ensuite, la première colonne, c'est 2019, pour vous donner 2019 et antérieur. Hein. La deuxième colonne, donc l'exercice N, c'est 2020. La troisième colonne, N plus 1, c'est 2021. Et au-delà de N plus 1, c'est 2022, 23, 24, etc. Donc forcément, au fur et à mesure du temps, ces autorisations de programme restent ou disparaissent selon leur actualité. Quand le chantier est terminé, ça se solde. D'ailleurs, vous voyez que pour certaines d'entre elles, la plupart, je crois qu'il n'y en a qu'une qui reste, c'est l'éclairage public, qui reste au-delà de 2021, il ne restera plus que 103 000 euros. Donc pour information quand même, je signale sur les autorisations de programme, c'est important. Alors réfection des bâtiments communaux, ce sont des choses qui sont récurrentes. On reverra une autre enveloppe et ainsi de suite une prochaine fois. Notamment sur la réfection des bâtiments pour 2020, il y a 78 864 euros et 0,3 centimes très exactement. Pourquoi c'est si précis? Parce que c'est le chéneau de la salle d'eau et l'isolation de la toiture terrasse de la mairie. Alors pas la mairie est là, mais l'extension, parce qu'on avait un léger dégât des eaux. Sur l'éclairage public, c'est un gros chantier qui a été mis en route 2015, 2014, je ne sais plus, enfin bref, en début de mandat. Je vous rappelle que c'est le changement des 1500 points lumineux d'éclairage public qui étaient encore en ampoule au sodium, qui nous coûtait aussi une fortune en consommation. On a fait un marché de performance énergétique, ça veut dire qu'on injecte fort et vite. Plus vite on remplace par des ampoules, par des éclairages LED, plus vite on fait des économies sur le fonctionnement. Là, c'est de l'investissement. Le coût global de ce marché à performance énergétique, c'est 1 million, j'arrondis, 1,4 million. Donc 987 000 ont déjà été sortis sur les années précédentes. Pour cet exercice, il faudra sortir 289 632 euros. Pour l'année suivante, 51 000. Et les années qui suivront, on devra étaler les 103 000. Peut-être en une année, en 2 années, on verra selon la situation budgétaire. Aujourd'hui, on ne peut pas prévoir ce qui se passera en 2022 ou 2023. Sur l'aménagement des espaces publics nord et sud, c'est un vieux dossier qui date de 2008 et qui a été révisé, je ne sais plus, en 2012. Et c'est un solde qui traîne de 17 497 euros. C'est plus un solde juridique, on y reviendra au fur et à mesure, mais voilà, il nous manque des conventions ou des précisions avec l'ANRU, qui n'est pas très précis sur ce solde. Avec un peu de chance, ils vont nous zapper. Ensuite, vous avez la reconstruction du groupe scolaire Germais. Tout le monde connaît le chantier qui est en cours, en phasage. Vous avez les 4,4 millions qui pèsent l'ensemble du projet. Bien sûr, à ça, vous avez ce qui a déjà été engagé, donc les années précédentes, on va dire, 1,5 million. L'année, l'année actuelle, 2,2 millions. Ensuite, il restera l'année N+1, et ensuite, ça s'arrêtera. Sachez que la troisième phase, c'est la démolition de l'école maternelle qui est actuelle, puisque la nouvelle école maternelle ne va pas être au-dessus, elle va être à côté. Donc forcément, on déménage les enfants et on démolit. Donc ça veut dire que ce programme sera terminé en 2021, si tout va bien en termes de Covid, etc. Puisque là aussi, on a perdu du temps. L'acquisition de cellules commerciales, c'est l'acquisition en rez-de-chaussée de la rue Gambetta du poste de police municipale. On en avait déjà délibéré ici sur le montant. On l'a décalé tout simplement parce que là aussi le chantier est décalé et que les cellules commerciales ne sont pas disponibles. Donc il est décalé à N+1, c'est-à-dire 2021. Sylviane ? Oui, 2021. Date à laquelle ce local devrait être livré et les autres locaux commerciaux qui sont en cours de construction. Là aussi, décalage Covid. J'en ai oublié un. Oui, et pas des moindres. Installation du 2e pôle de restauration scolaire.
960 000 euros au total. Il nous reste sur l'exercice 60 000 euros et un solde financier de 13 000 euros qui sera en 2021. Donc on le retrouvera en inscription budgétaire en 2021. 90% ont été déjà amortis en termes de coûts et d'inscription d'autorisation de programme. Donc voilà pour les autorisations de programme. Est-ce que vous avez des questions? C'est technique mais important parce que c'est dans le budget et ça s'étale sur plusieurs années. Donc chaque année, on réajuste selon le suivi, l'avancée des chantiers ou le retard. Là, c'est plus des retards. Avez-vous des questions? Monsieur Aga. Excusez-moi. Donc moi, pour la plupart des chantiers qui sont mis en œuvre sur les années N-1, N et N et plus, la question que je posais, suite à la crise sanitaire, vous avez annoncé plusieurs fois le Covid a fait tarder certains travaux et certains chantiers. Oui. Est-ce que la ville a pris ses dispositions par rapport aux entreprises pour décaler, je vais dire, la réalisation du chantier par rapport au paiement? Alors, on a plusieurs choses. On a une partie où on est maître d'ouvrage, d'autres non. L'école du Mont-de-Pérouet, on est maître d'ouvrage, donc maître d'ouvrage, ça veut dire donneur d'ordre, hein, concrètement. Sur d'autres, on ne l'est pas, c'est Valenciennes Métropole. Mais tout le monde s'est réuni pour deux choses. D'abord parce que le Covid a un coût d'arrêt de chantier, mais a un coût aussi de reprise de chantier. Pendant la période où on a eu, encore aujourd'hui même, hein, même s'il n'y a plus la distanciation, il y a encore les masques, et puis je ne sais pas ce que deviendra demain, mais on attend une position du département d'ici demain, je crois, sur un éventuel port du masque en public. Donc concrètement, c'est un des sujets. Oui, il y a des retards, il y a eu des avenants financiers, il y a eu des bases vie qu'il a fallu garder en location pour les entreprises où ils nous ont demandé de prendre en charge une partie, que ce soit nous, Valenciennes Métropole, les autres acteurs économiques. Donc on s'est réunis, chaque chantier a eu sa réunion Covid, voilà, avec les prescriptions. Par exemple, pendant une période, juste à la fin du confinement, sur l'école du Mont-de-Pérouet, on ne pouvait pas avoir plus de 3 équipes. Alors je dis n'importe quoi, hein, le plombier, l'électricien, le plaquiste. On ne pouvait pas avoir les 3 équipes au même moment par rapport au nombre de personnes sur le chantier. Donc ça a eu des incidences, en effet, financières. Pour l'école du Mont-de-Pérouet, pour donner un ordre d'idée, hein, pour l'école du Mont-de-Pérouet, ça représente à peu près 40 000 euros de surcoût pour la ville, sur le montant global des 4 millions. Sachant que les entreprises en prennent une partie à leur charge aussi. Par exemple, la location de la grue qui est restée sur place pendant les 56 jours de confinement, ça coûtait moins cher de la laisser sur place que de la démonter et de la faire revenir. Voilà. Mais l'entreprise a dû prendre à sa charge. Donc voilà, on a essayé d'avoir un regard bienveillant pour maintenir ça. Et les entreprises ont joué le jeu aussi et on a coupé la poire en deux, on a fait du 50-50. La plupart des entités ont fait 50-50. Donc oui, et décalage aussi avec la livraison des cellules commerciales. Enfin, tout ça engendre des coûts, mais pas que des coûts aussi. Des possibilités de déménagement, d'emménagement, de rentrée scolaire. Voilà, la rentrée scolaire du Mont-de-Pérouet sur les primaires sera forcément décalée. J'ai pas envie de la faire vite, j'ai envie de la faire poser, donc elle sera certainement pas en septembre, elle sera peut-être en janvier. On verra forcément avec l'avenir ce que nous dira le Covid. Mais oui, il y a bien eu des discussions. D'autres questions sur les autorisations de programme? Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. C'est un bloc entier hein, qu'on vote, hein, c'est pas par chapitre. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Je vous remercie pour cette unanimité. Alors, on passe au vote des taux d'imposition des taxes directes locales. Donc, je rappelle, hein, taxe d'habitation, taxe foncière des propriétés bâties et taxe foncière non bâtie. Bientôt, taxe d'habitation qui disparaîtra, enfin, un coup oui, un coup non. On y reviendra sur le sujet. Un petit rappel quand même. Le ministre, à l'époque, c'était Darmanin, aujourd'hui il est à l'intérieur, mais à l'époque il était aux finances, a demandé aux communes de se prononcer avant le 3 juillet. Les élections étant le 28 juin, le 3 juillet, je crois que c'est le jour où on s'est installé. Donc il était impossible d'avoir autre chose à l'ordre du jour. Donc la date butoir pour voter ça, c'était ça. Réglementairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on vote après le 3, on n'aurait pas pu le faire normalement et c'est les taux d'imposition de l'année précédente qui sont reconduits. D'accord? On a voulu aller plus loin avec les services et on a interrogé la DGFiP en leur disant attendez, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit de les voter ou pas? La DGFiP nous a écrit, donc on a des écrits bien évidemment qui disent oui, vous pouvez le voter. Donc ces taux, je vous propose de les voter. Ils restent inchangés.
C'était dans notre engagement. Ils sont inchangés depuis 2014. Ils sont donc toujours les mêmes. Alors forcément, la taxe d'habitation va peut-être disparaître, ça on verra. Mais pour l'instant, elle reste. Donc elle est à 33,94. La taxe foncière sur les propriétés bâties, 39,38. Et la taxe foncière sur les propriétés non bâties, 124 000, n'importe quoi. 124,33%. Excusez-moi. Donc ce sont les mêmes taux depuis 2014. Est-ce que vous avez des questions sur ces taxes, sachant qu'il y en a une qui va bientôt partir, normalement? Pas de questions, Monsieur Aga? Non, pas spécialement de questions. Simplement dire que nous aussi, nous restons très vigilants aux décisions de l'État concernant la taxe d'habitation pour revoir un peu tous les taux d'imposition qui suivent. J'ai une réelle inquiétude, elle est partagée, sur ce que ça va devenir demain. Aujourd'hui, ils nous disent que ça sera du 1 euro pour 1 euro. Oui, super. J'attends les revalorisations, puisqu'ils parlent de revalorisation. J'attends de savoir si en 2022, on change de président de la République, si le nouveau ou la nouvelle présidente va nous dire c'est plus du 1 euro, mais c'est du 90 centimes. On l'a vécu avec la dotation globale forfaitaire. Tout le monde s'en souvient. On a perdu des sommes. Je crois que sur le mandat depuis 2014, c'est plus de 800 000 euros, rien que sur un mandat. Donc c'est des sommes énormes. Voilà, la crainte, elle est là. Je l'ai dit la dernière fois et je le répète, c'est quand même le seul président de la République qui a décidé de réformer une taxe qu'il ne perçoit pas. C'est assez hallucinant, mais c'est comme ça. Mais oui, on en reparlera, avec l'inquiétude que je partage. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Alors, sur le vote du budget principal, il y a plusieurs chapitres, bien sûr, on échangera sur les questions. Moi, je voulais vous dire un certain nombre de choses. Alors, attendez, ça, c'est les points d'après. Il ne faut pas que je me plante dans mon ordre. Vous avez la note de synthèse. Vous avez aussi, en page 6 du budget, qui est ici, le magnifique livre vert de la M14 de la ville. Donc, alors, la page 6, c'est un peu celle qui résume les principaux chapitres. Moi, quant à moi, je vais vous commenter la note de synthèse. La note de synthèse, vous l'avez eu aussi. Attention, d'ailleurs, il y a une petite erreur dans une année, je vous le dirai après dans les pages. Il y a quelque chose qui a été corrigé. Alors, cette note de synthèse est obligatoire, comme la dernière fois quand on a voté la clôture des comptes 2019, c'est le même principe, c'est une présentation qui synthétise, mais vous avez bien évidemment la totalité des éléments dans le cahier qui est ici. Si vous avez des questions, on y reviendra plus en détail si vous souhaitez approcher telle ou telle ligne. Forcément, je ne vous cite pas les textes du Code général, vous avez tous eu cette pièce-là dans votre convocation, je pense que vous avez tous eu le temps de lire le document. En gros, vous avez deux sections, la section fonctionnement et la section investissement. J'y reviens pas, je l'avais déjà expliqué lors du dernier conseil. On est sur une M14, c'est la formule de comptabilité qui va d'ailleurs changer dans 2 ans, je crois. Voilà, ça sera aussi sympathique. Je reviens rapidement sur la crise sanitaire, mais qui nous a imposé 2 mois et qui a bouleversé le calendrier d'un certain nombre de choses. Donc, bien sûr, vous allez le voir dans ce budget. Donc là, on n'est pas sur la conclusion de l'exercice 2019, on parle bien du budget 2020, qu'on vote le 30 juillet, donc vous imaginez bien, 7 mois déjà engagés, 7 mois de dépenses. Voilà, c'est un peu particulier. D'habitude, c'est avant le 15 avril, le vote du budget. On essaiera, alors soit cette année, soit l'année prochaine, selon le timing et la possibilité des services, parce que, l'air de rien, il y a énormément de travail là-dessus. Mon souhait, c'est que, à l'avenir, alors 2021 ou 2022, je ne peux pas vous dire là maintenant, je vous dirai ça en septembre, c'est de voter le budget avant le début de l'année correspondante. C'est-à-dire que, par exemple, 2022, on le voterait en décembre 2021 ou novembre, peu importe. Je trouve plus logique de voter un budget avant de le dépenser, avant de l'utiliser, que de le voter en plein milieu de l'année ou au mois de mars, tout simplement. Donc, concernant les impacts à la crise sanitaire, elle reste forcément sur le maintien des services qu'on a dû faire. Je ne reviens pas sur les détails, mais maintenir un certain nombre de services, je pense notamment au LFR. On en a discuté d'ailleurs au CCAS quand on s'est réunis, et on en reviendra aussi sur un autre sujet. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été bousculées par rapport à tout ça, mais comme toutes les communes. Je reviens sur les principes fondamentaux de ce budget. En l'occurrence, vous avez un chapitre fonctionnement avec des recettes. Ces recettes, il y en a plusieurs. Il y a la DGF, on vient d'en parler, c'est la dotation globale forfaitaire.
Donc elle se monte à 1 608 648 euros. On a une augmentation de 4 207 euros. C'est pas grand-chose, mais ça se prend. C'est dû à l'augmentation du nombre d'habitants, hein. On est passé à 10 521 habitants et ça continue à augmenter et c'est tant mieux. Tant qu'on ne descend pas en dessous de la barre des 10 000, c'est très bien. Ensuite, vous avez la DSU, la dotation de solidarité urbaine, excusez-moi, qui fait plus de 2 millions d'euros, donc elle est plus importante que la DGF. Ça, c'est un signe fort quand même. C'est plus 62 000 euros par rapport à 2019. On essaie toujours de faire un comparatif. Une dotation qui est un peu moins connue, c'est la DNP, la dotation nationale de péréquation, qui est quand même de 192 940, mais qui fond comme neige au soleil. Tout simplement, on perd encore 7 410 euros cette année. Bon, voilà, je crois qu'au fur et à mesure des années, on va la voir disparaître. La DNP, c'est la correction de l'insuffisance du potentiel financier et des faiblesses de la base d'imposition. C'est un effort fiscal, c'est un bonus, c'est pas le bon terme, mais voilà, on peut considérer ça comme un bonus. Ensuite, vous avez la fiscalité directe, celle dont on vient de voter les taux, c'est-à-dire la taxe foncière d'habitation, qui ramène 4 867 087 euros. Donc là aussi, en augmentation de 91 000 euros, parce qu'on a plus de gens qui s'installent chez nous, qui achètent, qui sont propriétaires. Donc c'est aussi un bon signe, puisque n'oubliez pas, quand on augmente une population, la cantine augmente ses fréquentations, les écoles, les centres de loisirs, j'en passe et les meilleurs. Donc il y a aussi des dépenses en face. Et puis les compensations de TH, de taxe d'habitation, et de TFPB, taxe foncière, taxe foncière, 406 662 euros. C'est plus 20 000 euros aussi. Donc c'est un peu plus de 110 000 euros. Je n'ai pas fait l'addition, mais c'est un peu plus de 110 000 euros de fiscalité directe qui rentre. Vous avez aussi les fiscalités reversées. Alors, attention, fiscalité reversée. C'est un principe de compensation. Je m'explique. On en a parlé la dernière fois, et là on le vit en direct. C'est la compétence transférée à Valenciennes Métropole de l'assainissement. Vous vous rappelez, on avait déjà pour 2019, on en avait parlé. Donc concrètement, avant, on va le dire comme ça, on payait 441 647 euros pour l'assainissement. La part de la ville de Vieux-Condé pour l'assainissement. Forcément, beaucoup de communes y adhèrent. Depuis que ça a été transféré à l'agglo, les formes de calcul ont changé. Nous avons une attribution de compensation à Valenciennes Métropole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on transfère des compétences, elle nous compense ce transfert de compétences en nous versant de l'argent. D'accord? C'est elle qui nous verse de l'argent. Donc concrètement, nous, on lui doit, au lieu des 441 647, le nouveau coût et la formule de calcul fait apparaître 129 238 euros. Donc une grosse différence, une belle économie. Donc on a une compensation qui baisse. D'accord? 2 27 000, en fait, on vient déduire de ça. Avant, on était à 2 160 000, j'arrondis les chiffres, hein, si on mettait les 129 000 en question. La différence, c'est quoi? C'est que, à l'inverse, nous, dans notre caisse, il reste 312 409 euros. C'est énorme comme économie. Voilà un transfert de compétences qui a toute sa démonstration en termes d'efficacité. C'est 300 000 euros de plus dans le budget de fonctionnement, qui est, vous le savez, le nerf de la guerre. Et ça, c'est du définitif, hein. C'est récurrent, c'est chaque année. Donc, c'est la fiscalité reversée. Ensuite, vous avez, j'ai oublié, le FPIC, le fonds de péréquation, qui est identique à 2019, 216 340 euros. Et puis, vous avez les autres recettes. Alors, on a fait un fourre-tout parce qu'on ne pourrait pas toutes les citer, mais vous avez la CAF, l'État, les particuliers, les taxes, où là, forcément, avec le confinement, c'est un peu plus volatile parce qu'il y a eu une période où il ne s'est pas passé grand-chose. Donc là, on a été prudent, on va le dire comme ça, et on a impacté ça à hauteur de 135 000 euros. On a baissé un peu par rapport à 2019. Mais là aussi, on le dit d'ailleurs, hein, il est difficile aujourd'hui de mesurer l'impact de cette crise financière sur ces participations-là. On aura plus de lectures en fin d'année ou en début d'année suivante. Ça, c'est sûr. La première section des recettes. Ensuite, toujours en fonctionnement, forcément, il y a de l'argent qui rentre, mais il y a aussi... Oui, on le fait par... Allez, c'est parti. Monsieur Aga, bien sûr. Sur la fiscalité reversée, on retrouve dans ce montant de 2 27 721 euros l'ex-taxe professionnelle, la taxe unique. Oui. D'accord. Oui. Remplacée aujourd'hui par la CFE, si je ne dis pas de bêtises, qu'on appelle aujourd'hui la CFE. Oui, tout à fait. Oui. Autre question? Ok. Oui. Ah oui, non, mais
Alors, je fais attention à ce que je dis, parce que là, on est à la ville de Vieux-Condé, je suis vice-président des 35, je ne voudrais pas me faire taper dessus, mais il y a d'autres communes où ça a été dans l'autre sens. Hein. Donc, pour une fois que c'est dans ce sens-là, un sou, c'est un sou. Donc, on a des recettes, forcément, on a en face des dépenses. Donc, vous avez 3 chapitres importants. Vous avez le 011 qui sont les dépenses courantes. C'est la vie de tous les jours d'une collectivité, hein, c'est le chauffage, l'électricité, les dépenses d'entretien, de nettoyage, etc., avec une précision très importante. Voilà un impact sur le Covid direct. On a un chapitre qui est impacté sur l'achat des fournitures, qui a augmenté de 93%, en gros qui a doublé, hein, j'arrondis les chiffres. On avait en 2019 151 000 euros, on est passé à 292 000 euros cette année-ci. C'est l'achat des masques pour les habitants. Pour les habitants. D'accord ? Donc environ, j'arrondis le chiffre, 140 000 euros, c'est ce qu'a coûté les masques achetés par la ville. En plus des dotations de la région, en plus des dotations de Valenciennes Métropole. Hein, ça vient se rajouter. D'accord ? Ça, c'est une dépense ville. À ça vient se rajouter, je reste sur les masques, hein, vient se rajouter ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle. C'est-à-dire que nos agents de la ville doivent aussi porter des masques et on leur doit en qualité d'employeur. Voilà, quelle que soit l'activité. Par exemple, dans tous les bâtiments, tout le monde doit porter des masques, etc. Donc il y a un turnover de masques très important. Donc là aussi, on passe de 33 720 euros à 48 520. Donc, vous voyez, on a quand même fait une économie de dépenses courantes qui est de moins 0,32%. S'il n'y avait pas eu le Covid, on aurait 150 000 euros de plus, en tout cas, qui n'auraient pas été dépensés. Maintenant, on a fait face. Je profite de ce moment, de ce zoom sur les masques, pour vous dire que la ville de Vieux-Condé a fait son stock et n'a pas attendu, même si on n'a pas le boule de cristal. Aujourd'hui, la ville de Vieux-Condé, donc en stock, ça veut dire non distribué, bien évidemment. Nous avons, je vous rappelle que c'est une commune de 10 521 habitants. Nous avons en stock, en tissu adulte, donc ce qu'on appelle les masques lavables, si vous préférez, 33 430 masques. En masques enfants, nous en avons toujours en tissu, donc lavable. Nous en avons 1690. Et en masques à usage unique, comme certains d'entre vous portent, les bleus là, je dis jamais jetables, hein, parce qu'on les retrouve dans la rue, usage unique, nous en avons exactement 6066. Oui, on a compté. Tout ça, c'est pour la population. On ne met pas là-dedans ce qui correspond au personnel, qui est une obligation réglementaire, puisqu'on est employeur, c'est un autre chapitre. D'accord ? Donc les chiffres que je viens de vous donner là sont les chiffres du stock qu'on a ici pour les habitants. J'attends le retour, comme tous les élus, hein, comme tous les maires, j'attends le retour de l'ARS qui devrait tomber là. Alors demain ou lundi, on ne sait pas trop. On a des informations diverses et variées, mais c'est vraiment du direct. 2 solutions. Alors on parle du Dunkerquois, on parle de, je ne sais plus, il m'en manque un, mais on parle du Valenciennois aussi, hein, sur l'augmentation. Hein. Donc il n'est pas impossible que demain on nous dise le port du masque est obligatoire à l'extérieur. Si jamais ça tombait comme ça, alors c'est l'ARS, le préfet, tout ça est une procédure, hein, bien évidemment. Nous lancerions une distribution de masques rapidement. C'est-à-dire, dès que l'annonce tombe, on mettra en place. Je vous rappelle que la distribution de masques ne se fait plus dans l'urgence comme on a vécu dans le Covid, où c'était le combat des masques. Concrètement, on sera en espèce de point d'apport volontaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura à la maison pour tous, pour le secteur Solitude Hermitage, Montperoué. En gros, on a coupé Vieux-Condé en 2 pour faire 2 zones de distribution, et la deuxième au pôle de restauration scolaire derrière la bibliothèque du centre. Donc la volonté, c'est soit on distribue là maintenant, soit on reste comme ça, mais on surveille. Hein. C'est une veille qui est directe. Moi, je suis en lien direct avec eux. Si ça bouge, on distribue tout de suite. Sinon, la volonté, c'était d'attendre vers la fin août pour distribuer pour la rentrée scolaire, etc. Parce qu'on a aussi des masques pour enfants, dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, selon le niveau d'urgence, voilà, je vais le dire comme ça, on dégainera vite ou pas. Vous serez tous tenus informés sur la façon de distribuer, mais concrètement, c'est les habitants qui s'inscrivent et qui viennent chercher les masques. Ce qu'on ne veut pas, c'est retrouver des masques, voilà, on en a un stock, il faut le gérer, en tissu ou autre, qui reste dans une boîte aux lettres parce que la personne ne le prend pas ou parce qu'elle n'en a pas besoin. On a des gens à Vieux-Condé qui en ont besoin financièrement parce que ça représente un coût très important. Quand vous avez un couple avec 2 ou 3 enfants, voilà, ça peut aller très vite, surtout si le masque non seulement est dans les bâtiments, mais à l'extérieur. Donc on s'adaptera selon la nouvelle. Je communiquerai avec l'ensemble des élus qui sont aussi autour de cette table selon la tendance de ce que l'ARS et monsieur le préfet nous donnera.
je vais dire demain, ou je regarde les journalistes en même temps, c'est demain, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Donc demain, 10h30, on aura les infos et on verra si ça tombe. Je reviens au chapitre. Il y avait peut-être des remarques là-dessus? Allez, Monsieur Aga. Donc je pense qu'avec cette première crise, cette crise sanitaire que nous avons vécue à Vieux-Condé avec, je veux dire, la distribution des masques, qui s'est passé, bon, tant bien que mal, mais je pense que tous les Vieux-Condés ont su apprécier le travail qu'a amené la municipalité. Ma seule question, elle est toute simple. Est-ce que, comme vous dites souvent que nous sommes 33, est-ce que les 33 seront associés? Oui, avant même la fin de la question. Bien évidemment. Mais, attendez, ça tombe sous le sens. Non, mais c'est bien de poser la question. Mais je l'ai dit tout à l'heure dans ma phrase, les 33 sont prévenus et vous serez invités à distribuer. Nous sommes 33 élus autour de cette table, nous avons 10 500 habitants et encore une fois, on doit se serrer les coudes, c'est clair. Surtout sur, je vais être impoli, je suis désolé, mais cette saloperie de virus qui est en train de nous jouer des tours et qui fait le yo-yo, voilà. Aujourd'hui, c'est quand même un truc de fou. Les gens partent en vacances, tant mieux, mais vont revenir avec des secteurs différents. On voit que ça bouge énormément. Donc il faut être prêt à dégainer. Et oui, on aura besoin de tout le monde. Et du bénévolat ou du volontariat du personnel que je salue aussi, parce qu'il est toujours mobilisé aussi sur le sujet pour nous donner un coup de main. Bien sûr. Ah mais si on peut faire participer tout le monde, alors c'est des points de distribution. C'est moins compliqué que le faire en boîte aux lettres. Il y a 4700 boîtes aux lettres à Vieux-Condé. C'est moins compliqué quand on a des gens qui viennent. Mais bien évidemment, vous serez associés à la participation de cette distribution sans aucun problème. Je reviens aux dépenses du personnel. Donc le 012, c'est un autre chapitre. Les dépenses du personnel ont augmenté légèrement, un peu moins de 1% par rapport au BP 2019. Ça représente 60,98%, on pourrait dire 61%, des dépenses réelles de fonctionnement. Il n'y a pas d'augmentation prévue du point d'indice cette année. Ce n'est pas nous qui décidons l'augmentation du point d'indice, c'est l'État. Donc pour l'instant, on n'a pas provisionné d'augmentation de point d'indice. Oui, Monsieur Aga. Excusez-moi, on voit une augmentation de 0,9255% par rapport aux personnes, par rapport aux dépenses du personnel. Je vois sur le camembert, sur la page derrière, la page 4, que les charges du personnel sont de 55,31%. J'y suis pas là. La page juste derrière. Oui. Oui, alors, on est sur du réel. Alors oui, vous avez les dépenses réelles de fonctionnement. Vous voyez, 60,98, ce sont les dépenses réelles de fonctionnement. Et ici, vous avez les charges de personnel. Donc c'est la différence entre les deux. En fait, voilà, vous avez tout ce qui est opérations d'ordre sont à l'intérieur. Donc l'équilibre global, les opérations d'ordre, c'est les autorisations de programme, par exemple. Les amortissements et les choses comme ça, qu'on va voir juste après d'ailleurs. Dans le budget global, dans les 100% du camembert, ça représente un peu moins parce qu'il y a toutes les décisions supplémentaires qui sont à l'intérieur. Ce qu'il faut retenir, ce qu'on peut vraiment retenir, en dépenses réelles, c'est les 60. Ouais. Donc ma question est sur cette augmentation de 0,9255. Est-ce que cela est dû à une évolution des grades et des nominations? Principalement. Ou à la nomination en cas de... Grade, échelon, etc. Ouais. Il y a du concours, il y a des promotions internes, il y a les échelons qui évoluent, les propositions aussi de ce qu'on appelle l'indice Majorès qui fait la grille de salaire. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ça évolue. En dehors du point d'indice qui ne dépend pas de nous. Mais oui, il y a des évolutions de carrière. Et ben voilà, hop, on me donne l'information en même temps. Toc, 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 toc. Donc, si vous voulez le noter, on passe de 7 367 474 euros à 7 435 000. Donc, il y a 68 000 euros d'augmentation au total. Voilà, donc 45... Alors, sur les 68 000, il y a 45 800 euros qui sont dus aux avancements d'échelon. On vient d'en parler. De grade et aussi de promotion interne. Donc, on a 26 000, 2 000, 16 000. Enfin, c'est l'évolution normale d'une collectivité. Il y a les gens qui passent des concours aussi. Et tant mieux, ils les ont. Et donc, forcément, les niveaux sont augmentés dû au rang des agents. Est-ce que les agents qui passent le concours qu'ils ont obtenu sont automatiquement nommés? Systématiquement. 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 D'accord. Ah oui, c'est une volonté de... Alors,
La volonté, c'est quoi? C'est que il y a deux types d'évolution dans la carrière de fonctionnaire. Il y a l'agent qui va faire une carrière, qui va passer un concours et qui va partir parce que le concours correspond plus à la taille de la ville, et il veut évoluer. Et puis oui, bah moi aussi j'ai le mien qui sonne, donc je me demandais, mais je crois que c'est monsieur. Oui, c'est monsieur le sous-préfet. Il y a un gros incendie à la déchetterie de Fresnes. D'accord. Bon, on va continuer. Excusez-moi, mais voilà, on va continuer. Je ne sais plus ce que je disais. Tac, 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 tac. Oui, donc, certains agents passent des concours pour aller, pour voler de leurs propres ailes, etc. D'autres ne sont pas fonctionnaires, veulent passer des concours. Donc voilà, l'objectif, c'est l'évolution de carrière, clairement, dans la vie normale. Et vous verrez, on fera des propositions là-dessus à la rentrée de septembre-octobre. Sur une réorganisation des services, avec, vous le verrez d'ailleurs, des évolutions. Voilà. Pas d'autres questions sur le 012? On passe au 65. Oui, au 65. Ce sont les autres dépenses. Alors, les autres dépenses, elles sont impactées d'une diminution importante. C'est tout simplement... Je t'ai rendu ta feuille? Oui, je t'ai rendu ta feuille. C'est tout simplement la baisse qu'on a parlé tout à l'heure, le versement au syndicat, elle est là-dedans, elle est dans ce chapitre-là. Donc forcément, ça nous fait une diminution de 11%, et c'est tant mieux. Vous avez aussi dans ce chapitre-là les subventions aux associations qui sont bien évidemment maintenues au même niveau. Alors c'est là où il y a une erreur d'ailleurs. Au même niveau qu'en 2020, il faut lire au même niveau qu'en 2019. Je pense que vous l'aviez compris. Et une participation de la commune pour le CCAS à hauteur de 700 000 euros. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc sur le budget, en page 6 du cahier vert, vous avez en fonctionnement 13 444 700 euros, en investissement 5 302 120 euros, l'autofinancement prévisionnel est d'1,2 million, on le retrouve en bas de la page 7. Et ensuite vous avez les détails, et c'est voté par chapitre, de page 7 à 9, et les opérations d'investissement de pages 24 à 30. Les opérations d'investissement, c'est les autorisations de programme. On a vu tout à l'heure. Donc vous les avez des pages 24 à 30. Vous les avez en détail, si vous préférez. On va continuer quand même sur la présentation de la synthèse. Les charges financières. Donc ça concerne les intérêts d'emprunt. Ça représente 1,514% des dépenses réelles de fonctionnement. L'augmentation de 12% par rapport à 2019 due aux premières échéances payées des emprunts, c'est les emprunts de l'école du Mont-de-Pérouet. Je vous rappelle qu'il y a eu 2 emprunts, on en avait parlé d'ailleurs la dernière fois, 1 225 000 à la Caisse des dépôts et 1,2 million à la Caisse à la Banque Postale, j'irai plus vite. Pour les travaux de voirie, en l'occurrence pour l'école du Rieux, le parking de l'école du Rieux qui est fait, celui-là, et le parking du 8 mai 45 qui n'est pas fait, celui-là, mais qui est inscrit, 475 000 euros d'emprunt auprès, là aussi, de la Banque Postale. On peut avoir plusieurs emprunts sur un même projet. Le but, c'est de les travailler au corps, entre le montant, les intérêts, etc., que le meilleur gagne. C'est une mise en concurrence. Donc là, vous avez les charges financières. Vous avez en dessous les camemberts qui représentent la répartition des dépenses par secteur. Avez-vous des questions sur l'ensemble de ces dépenses de fonctionnement avant de passer au chapitre investissement ? Pas de questions? On passe donc au chapitre recettes d'investissement. On est à 23,39 des recettes de la section d'investissement qui proviennent de l'autofinancement prévisionnel. Il n'y a pas d'emprunt en 2020. On en avait dit un mot, je crois, au dernier conseil municipal, inscrit au budget primitif. Pour la reconstruction de l'école du Mont-de-Pérouet, on a eu des subventions. On a eu la DSIL, la dotation de soutien à l'investissement local. Un petit peu moins de 200 000 euros, 199 000 euros, et une autre demande au titre de la dotation de la DETR qu'on vient de recevoir avec un avis favorable. Donc merci à monsieur le sous-préfet, c'est peut-être pour ça qu'il essaie de me joindre. Non, j'ai pas l'impression. À hauteur de 197 500 euros. D'accord. Okay. Donc concrètement, vous avez aussi, en termes de recettes d'investissement, le fonds de compensation de la TVA. 556 800 euros. Concrètement, je vous le rappelle, on est sur un décalage d'1 an. On récupère la TVA 1 an après par rapport aux dépenses. C'est ce qu'on appelle le FCTVA, c'est le fonds de compensation. On récupère 16,404% très exactement du TTC qu'on a versé. Donc ça fait une recette d'investissement qui revient dans les caisses de 556 800 euros. Est-ce que vous avez des questions sur les recettes d'investissement ?
sachant qu'à chaque fois, on candidate à tout. Hein. Pas de questions? On passe aux dépenses d'investissement. Donc, même chapitre, mais là, on dépense l'argent. Alors, concrètement, elles sont en diminution de 28% par rapport à l'année dernière, mais c'est aussi lié aux crises sanitaires, c'est-à-dire les entreprises se sont arrêtées, donc elles n'ont pas facturé, donc on n'a pas sorti l'argent. C'est aussi simple que ça, hein. C'est un mécanisme. Le plan pluriannuel d'investissement comprend les conventions, alors je passe, hein, mais vous avez le PNR-CAD, les éclairages publics, on l'a vu tout à l'heure, l'école Georges Germain, je veux dire du Mont-Perrouet. Voilà, le but c'est quoi? C'est d'organiser la clé de répartition de ces dépenses. Encore une fois, on est sur du fonctionnement de plan pluriannuel d'investissement, mais on essaye toujours de regarder ce qu'on va mettre cette année ou récupérer pour être en capacité de faire les années suivantes. Là aussi, d'ici la fin de l'année, un des projets phares sera annoncé, en l'occurrence l'acquisition du Lidl actuel qui est en bas de la place, ou en entrée de ville, je vais le dire dans l'autre sens. On a aussi de la vidéoprotection qui continue à se développer, et on en est très content puisqu'on a fait des belles opérations avec la police municipale. On est à, je ne sais plus, 57 ou 58 caméras de mémoire, excusez-moi, j'ai plus le chiffre en tête. Voilà, donc là, le contrat du prestataire qui gère la vidéosurveillance s'arrête en 2020. Donc nous avons pris ce qu'on appelle un AMO, un assistant maître d'ouvrage, pour refaire le cahier des charges et rééquiper de nouveau. Alors, on garde nos caméras, hein, je vous rassure, mais pour continuer à implanter pour continuer à implanter, je vais y arriver, les nouvelles caméras. L'objectif, à peu près, c'est d'en avoir une centaine, entre 100 et 120 caméras sur l'ensemble du territoire. Elles se tissent comme une toile d'araignée, entre guillemets, et l'arrivée de la fibre va aussi nous aider à les déployer en termes de retour d'image, etc., etc. Mais on y reviendra. Le remboursement du capital de l'emprunt pour l'année 2020. Donc c'est tout emprunt confondu. Hein. Vous vous rappelez, on avait un tableau avec tous les emprunts. C'est pas un emprunt, c'est l'ensemble des emprunts. 770 000 euros, de remboursement du capital de l'emprunt pour 2020. Ça suit les tableaux de remboursement et les obligations de remboursement, hein, forcément. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Si, je voulais parler de quoi? Des associations. Je souhaitais... alors, comme d'habitude, ce qu'on vous propose, c'est de voter en bloc le montant des subventions liées aux associations, mais je voulais, parce qu'on ne l'a pas fait depuis longtemps, lire les associations. Alors, j'ai retiré les syndicats qui sont dans des associations, mais le CCAS aussi, mais ce n'est pas une association. Quand je pense association, c'est loi 1901, association sportive, culturelle, etc., etc. Je voulais donc vous lire les différentes sommes. Je vais essayer de prendre une feuille pour ne pas me planter. Des associations auxquelles on verse une somme et vous donner le montant global ensuite. On va essayer de faire défiler. Hein. Elles sont classées par ordre alphabétique. Hein. Ce n'est pas classé par montant, c'est tout simplement par ordre alphabétique. Nous versons en subvention 2020 comme en 2019. Hein, à Alcool Assistance, une somme de 220 euros. À l'Amicale du personnel communal, une somme de 130 000 euros. À l'Amicale, pour le don du sang et des bénévoles, 750 euros. C'est une subvention qu'on avait augmentée l'année dernière, je crois. On avait remis 250 euros de plus pour les aider. L'amitié, j'allais dire franco-allemande, j'ai failli dire encore belge, 2990 euros. L'APEI du Valenciennois, l'APEI des Valenciennois, c'est les papillons blancs, hein, qui sont chez nous d'ailleurs, les établissements Les Peupliers, 1000 euros. Association sportive du Collège Jean Jaurès, 1110 euros. L'ALCVC, l'athlétisme loisirs compétition de Vieux-Condé, 17 100 euros. Authentique Crew, qui est une association qui est revenue chez nous, qui a fait sa 10e année chez nous et a fait une demande de subvention à hauteur de 220 euros. Alors, le BTS MAI du lycée de Pays de Condé, ce sont des associations auxquelles on verse régulièrement, 260 euros. Calabria Mia, 2990 euros. Le Cercle d'histoire et d'archéologie de Vieux-Condé, 1030 euros. Le Chat, je pense que tout le monde connaît aussi, le Chat, Isabelle, 240 euros. Le club cycliste VTT UFOLEP, 5070 euros, très exactement. Le collectif solidaire de Vieux-Condé, 1000 euros. Le comité de quartier Cité Taffin, 500 euros. Créa Récup et compagnie, qui est une nouvelle association, 200 euros. Le Dojo Club de Vieux-Condé, donc le Dojo Jean-Louis Borloo, que tout le monde connaît, 57 880 euros. L'Enfance Jeunesse Loisirs, ce qu'on appelle le JL, 1000 euros. Ensemble pour Vieux-Condé, 900 euros. Envie AG, 1200 euros. Femmes Actives Solitude, 2140 euros. FSE du collège, alors l'ancien nom c'était le foyer des...
des Sevrettes, 2280 €. Je sens que la journée, elle va se terminer tard. Gang 59, qui est un groupe de musicos, 200 €. Germinal, 1280 €. Les Girls Band, 4700 €. Gymnastique d'entretien pour les adultes, je vous le conseille, ça fait mal, 700 €. Entraide pour le handicap, 220 €. Le Hand Club de Vieux-Condé, qui est un bon club aussi, 17 960 €. L'Harmonie municipale, 13 680 €. Histoire de famille, 220 €. L'Institut de recherche contre le cancer, 385 €. Les jeunes sapeurs-pompiers, il ne faut pas les oublier, les JSP, ils n'ont pas beaucoup de sous, 220 €. La Balle d'Or, 3 750 €. La pétanque de l'Ermitage, 6 670 €. Les Amis de la Chorale de Vieux-Condé, 350 €. Les Amis de l'École du Rieux, c'est l'association de l'école maternelle, 300 €. Les Colis du Cœur, bien évidemment, 5 000 €. Les Enfants de Joliot-Curie, 200 €. Les Petits Écoliers du Centre, 500 €. Le local unique Colombophile, les Colombophiles si vous préférez, 500 €. Le Maréchal, l'association Maréchal de Vauban, 1280 €. Les Melting Pot, 220 €. Mieux vivre dans son quartier, Solitude Hermitage, ou Hermitage Solitude, c'est Solitude Hermitage normalement, peu importe, 8 550 €. 1001 créations, 260 €. Prévention routière, très importante aussi, 240 €. Le Secours populaire français, alors c'est le comité local, celui de Vieux-Condé, c'est pas le régional, 6 500 €. La société de chasse, ce lieu dit Les Fontinettes, 300 €. La société ornithologie, le Colibri, je suis perdu dans mes lignes, 1280 €. Sportitude, nouvelle association aussi récente qui utilise la salle Germinal, 220 €. Le Tennis Club de Vieux-Condé, 430 €. La Thai Boxing, Vieux-Condé, 1710 €. L'Union des chasseurs de Vieux-Condé, 500 €. L'USEP de Kaby, 430 €. Et une subvention exceptionnelle en 2020 de 4 500 €, c'est pour les bus, quand ils font leur voyage au sport d'hiver. On participe à hauteur de 4 500 €. On leur verse à eux et eux récupèrent le solde avec plein d'actions. Et Vieux-Condé Foot, 51 300 €. La totalité de ces subventions au monde associatif, j'ai voulu volontairement mettre que le monde associatif. J'aurais pu mettre le CCAS, j'aurais pu mettre plein de trucs comme ça. Ce n'est pas des associations, c'est dans le même chapitre, mais c'est des choses spécifiques. On est à 360 135 €. Plus, si vous l'acceptez tout à l'heure, dépendance, 1 000 € supplémentaires. Du coup, 361 135 € si vous l'acceptez. C'est une somme importante. On en est très heureux, on en est fiers. Je rencontrerai, je l'ai dit et je le répète, le monde associatif en septembre pour pouvoir discuter des actions diverses et variées, présenter les nouveaux élus, enfin bref, voilà, ça sera une rencontre. Je tenais à le dire parce que souvent on le vote dans le global, on a une somme globale, mais certains me disent on a du mal à se repérer, combien on va avoir de sommes, etc. Là au moins, c'est clair, tout le monde sait à quoi s'en tenir. Sachant que ce sont les mêmes montants que l'année dernière. Je pense ne rien avoir oublié, sauf erreur de ma part. Alors après, vous aurez les subventions aux associations où des gens de chez nous participent et ne prennent pas part au vote. Vous inquiétez pas dans ce que vous avez vu là. Donc je vais vous demander de vous prononcer sur le vote de ce budget. Oh pardon. J'ai été trop vite. Monsieur Scaramousino. Lors du dernier conseil municipal, on avait échangé sur les dépenses d'investissement et avec le tableau des emprunts. Et on vous avait demandé s'il était possible d'avoir les désignations. Les désignations des emprunts qui sont encourus à quel projet ils correspondent? Oui. Ah ouais, ça on peut le faire, oui, bien sûr, je pense. Il faut qu'on remonte jusqu'au... Alors, il n'y a pas d'obligation d'affecter un emprunt à un projet, mais en termes d'éclaircissement... Non, c'est tout simplement un titre d'information. Oui, pour repérer un peu... Oui, alors je ne sais plus, il y a un emprunt qui s'est terminé. C'est pas au mois de juin? Cette année, je ne sais plus de quand il date. On l'a vu la dernière fois dans le tableau. Mais oui, on peut mettre les projets qui sont en face, bien sûr. Ouais. Merci. Et j'ai oublié de vous poser également une question tout à l'heure sur les dépenses de fonctionnement concernant les écoles. Oui. La rentrée approche. Oui. Je voulais savoir tout simplement si vous avez eu des prérogatives déjà de l'Éducation nationale et auquel cas, si oui, si un plan d'action sur les protocoles à mettre en place. Alors, on est resté en veille depuis la veille du confinement, vendredi où tout est tombé, où tout s'est arrêté. On est resté en veille. Aujourd'hui, nous n'avons pas de consignes précises. On a des tendances. On voit d'ailleurs qu'on attend des informations demain matin déjà. Voilà. On
On va voir ce que ça va donner au niveau de l'éducation nationale. Je rencontrerai l'inspection académique et leurs représentants, bien évidemment. C'est prévu au mois de septembre, avant, si possible. Je crois que c'est avant, même, puisque M. Sade est présent au mois d'août, il me semble. Donc je le rencontrerai avec Christine Di l'adjointe référente. Si c'est comme d'habitude, j'espère pas, hein, sincèrement, mais ça va être une semaine avant. En gros, on va nous annoncer la couleur une semaine avant. Donc aujourd'hui, ce qu'on a prévu, c'est d'être en capacité de répondre aux besoins en termes de protection, en termes d'ouverture, en termes de mise à disposition du personnel, parce que c'est très important de gérer le personnel à l'avance, parce qu'on ne peut pas dégainer 48 heures avant en disant il faut 10 personnes en plus pour nettoyer. On ne parle plus de nettoyage, mais on parle de désinfection. Ce qui est sûr et certain, c'est que les écoles, aujourd'hui, sont occupées, certaines écoles, pratiquement toutes, sont occupées par des ACM, nos accueils collectifs des mineurs. Donc il y aura de toute façon une désinfection, quoi qu'il arrive, parce que c'est ma volonté de dire, voilà, donc là il y a la CM du mois de juillet qui se termine demain, celle du mois d'août qui va commencer, il y aura un temps mort entre les deux et une désinfection de la totalité des bâtiments, soit avec le prestataire qui s'appelle de Richebourg, soit avec notre personnel, selon les dates de congé du personnel. Pour l'instant, nous n'avons pas de consignes précises de l'éducation nationale, on les attend avec impatience. Je pense que quand Blanquer répond aujourd'hui, le ministre, je crois que même lui, voilà, il y a un gros point d'interrogation et j'ai le sentiment qu'ils vont faire un peu du département ou de l'arrondissement. Enfin voilà, ça commence à ressembler à ça, leur classement. Donc s'il y a des consignes, des restrictions de nombre d'enfants, de capacité d'accueil, forcément on les respectera, bien évidemment. Mais pour l'instant, pas de consignes, pas d'infos. Et on les communiquera bien sûr à l'ensemble. Est-ce que vous avez d'autres questions sur... On l'a pas voté, un budget. On l'a pas voté. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le budget? Pas de questions? Oui, Monsieur Aga, pardon. Moi, je vais revenir sur certains points concernant le budget, surtout sur le cahier vert. Oui, allons-y. Ouais. Donc, je prends le chapitre concernant l'entretien, réparation des bâtiments publics. La page. La page 15. Oui. Donc, nous passons en 2019 d'un montant de 90 368 à une proposition nouvelle de 72 000. Je cherche. Hein. Du chapitre 61, 52, 21. 615 221, c'est oui, ça? C'est ça. On passe de 90 000, c'est ça? De 90 368 à 72 000. Oui. Oui, bah oui, parce que, alors, il y a beaucoup de chapitres qui bougent à la baisse, mais c'est un peu artificiel parce qu'on a des exercices qui sont... Enfin, cette année, elle est bancale, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pu faire en termes de travaux, parce que des entreprises n'étaient pas disponibles pendant les périodes auxquelles on avait prévu de faire des travaux. Donc il y a des choses qui sont décalées et qui se décaleront. Il y aura certainement des décisions modificatives d'ici le 31 décembre sur le budget 2020. Prenons l'exemple de ce que M. Scaramuzzino disait tout à l'heure. Si demain on a des renforts de personnel à faire, ben, on devra bouger la masse salariale et il faudra l'acter. Donc là, pour l'instant, on a ciblé concrètement ce qu'on est en capacité de maintenir en dépenses et faisable jusqu'au 31 décembre 2020. Donc il est un peu logique que dans certains chapitres, ça baisse parce qu'on a eu ces 2 mois... un peu plus de 2 mois de gel. Par exemple, on avait des entreprises qui devaient intervenir sur tel bâtiment, j'ai n'importe quoi, au mois d'avril, qui forcément n'ont pas pu intervenir et qui nous disent aujourd'hui, ben, moi, dans mon calendrier, je reprends ailleurs, donc je reviendrai peut-être la prochaine fois. Donc on a des dépenses qu'on n'a pas pu faire. Donc c'est pour ça qu'on a une baisse un peu artificielle pour une année un peu bizarre. D'accord. Donc je me doute que vous allez me répondre comme ça sur les autres questions où il y a des baisses. Ah, on peut les faire une par une, mais ça va ressembler à ça. Non, mais... Par contre, ma question concerne le deuxième chapitre qui suit. Juste après, sur les réparations, les entretiens de voirie. Oui. Ouais. Où là, il y a une baisse, je me doute que les entreprises aussi vous ont. Mais par contre... Entretien et voirie. Ouais, juste en dessous. Oui, 167 000, on passe à 119 000. Oui. Oui. Ouais. Alors, il faut faire attention parce qu'on a plusieurs choses en voirie. Hein. Je vais donner un exemple. L'année dernière, ce n'était pas ce montant-là. C'est-à-dire que le parking de l'école du Rieux, c'était un programme spécifique avec un marché. Là, on est dans le tout venant, dans l'entretien régulier. On a d'ailleurs un marché avec un prestataire qui fait... donc on a un mini et un maxi dans lequel on injecte une somme. Alors soit c'est nos services techniques qui font les travaux parce que c'est des petits travaux, soit c'est des très gros travaux. De toute façon, on proposera dans les prochains budgets un plan pluriannuel d'investissement sur les infrastructures routières. J'en suis bien conscient. Soit on fait un mini-golf, soit on refait les routes. C'est ce que je voulais vous préciser et vous demander.
On a cette intention de faire de la participation citoyenne sur ce principe-là, parce qu'on a un autre souci, c'est que certaines routes qu'on a refait sont devenues des pistes de Formule 1 pour certains abrutis de la route, des fous du volant, des assassins. Je suis désolé, mais moi c'est comme ça que je les appelle. Et donc on doit avoir une réflexion aussi avec les habitants sur comment mieux gérer la circulation. Ce que j'attends de mes services, et c'est ce que je leur ai demandé par monsieur le directeur général, c'est un plan de circulation de Vieux-Condé. C'est super compliqué, ça paraît simple, mais c'est super compliqué. Si demain on met une rue en sens interdit pour une logique de circulation, de voirie, etc., ça change tout sur les autres rues. C'est un vrai jeu de Lego, le truc. Donc j'ai demandé un plan de circulation. Un plan de circulation, c'est on dézoome et on regarde tout en même temps. Et on pose des compteurs, on compte les voitures et on regarde. On a aussi un autre souci, c'est qu'en 10 ans, on a multiplié par 2 le nombre de voitures à Vieux-Condé. Et donc on a 2 fois plus de voitures qui roulent, mais qui stationnent aussi. Et donc on n'a pas les mains de géants pour pousser. Prenez la rue Tabary, je prends que cet exemple-là. Voilà, c'est la fête au rétroviseur. Les voitures sont comme ça. Enfin, c'est catastrophique. C'est des vrais sujets, des vrais enjeux. Mais la réflexion des voiries aussi. J'y habite. Mais monsieur Haga, une précision très importante. J'ai l'intention de demander la participation des syndicats associés ou de Valenciennes Métropole, quand ils ont repris la compétence. Je ne veux pas faire une rustine sur une chambre à air qui va nous exploser à la tronche. Concrètement, on a des réseaux en dessous qui sont dans un état, et qui ont 50 ans, 60 ans, c'est pas le sujet, amiantés, qui sont dans un état, je pense à l'eau potable, je pense à l'assainissement, et puis surtout, j'aimerais bien qu'on enfuit les réseaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis voir des fils électriques, on a la fibre, on a toutes ces choses-là. J'ai pas envie de faire une voirie et que 6 mois ou 1 an après, il y a un mec de chez, je sais pas quoi, Suez, qui arrive avec son marteau-piqueur et qui tape parce que ils ont décidé de changer une plaque ou quelque chose. Donc ça sera, voilà, la volonté, c'est d'avoir des principes de grands projets sur certaines voiries. Et les services ont classé les voiries en 3 catégories. Les plus abîmées, les moyennement abîmées qui méritent des retouches tout de suite pour éviter que ça s'aggrave, et celles qui viennent d'être faites. Donc ça sera des sujets qui seront abordés dans les commissions, d'ailleurs, qui arriveront en septembre ou octobre. Je ne peux pas vous dire, mais elles sont créées, parce que les commissions vont être créées. Je l'avais en question diverses concernant votre délégation à l'urbanisme. Loupé. Non, mais je reviendrai. Je reviens sur un autre chapitre qui m'a interpellé aussi, c'est le chapitre 62-83 concernant les frais de nettoyage des locaux. 62-83. Je l'ai. Oui. Ah bah oui. Ouais, gros chapitre. Oui. Ouais. Je sais que par rapport à la crise, justement, sanitaire, il faudrait beaucoup plus de passages au niveau des nettoyages. Ouais. Mais c'est l'externalisation du nettoyage par l'entreprise de Richebourg, c'est ça? Ah, c'est pas que ça. En fait, de Richebourg, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est la fin des contrats aidés. C'est ça l'histoire de Richebourg. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait des agents de nettoiement ou de nettoyage, bref, des dames de service, comme on aime bien les appeler, qui étaient en fin de contrat aidé. C'est-à-dire qu'on n'était plus en capacité de pouvoir les prendre dans leur statut actuel sans exploser la masse salariale. Et puis on a fait un marché avec de Richebourg, avec une clause reprenant le personnel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ces montants-là, on retrouve du personnel qui n'aurait jamais été fonctionnaire de toute façon, mais qui se retrouve d'un CDD en contrat précaire ville de Vieux-Condé en CDI, contrat définitif à 35 heures avec de Richebourg. Donc le truc, c'était de dire, vous reprenez notre personnel. Priorité aux Vieux-Condéens et priorité aux gens qui étaient sortants sur ça. Donc oui, c'est un chapitre qui monte, mais qui compense ou qui maintient ou qui évite d'augmenter la masse salariale d'un autre côté, puisque ce ne sont plus nos agents, mais c'est les agents de Richebourg. Donc c'est une vraie volonté, une vraie stratégie de notre part, clairement, assumée. D'autres questions sur les chapitres? Micro. Je vais terminer par les frais de représentation du maire, puisque vous nous avez dit on ne fait pas ça pour ça. Voilà, il y a la preuve. Ben, je crois, enfin, j'ai pas vu. Ah si. Ils sont où? Je même pas. Combien? Dans le 65, dans le 65, dans le 65. Oui, ils passent à 0. Ah, pardon. Je me suis dit, ils les ont laissés. Non, oui. Ben, c'est ce qu'on avait dit, hein. Ouais. C'est une bonne question. C'est une bonne remarque, du coup. Non, mais c'était un engagement. Vous comprenez bien que même si nous sommes à 33, on essaie de tout scruter. On est bien d'accord. Voilà. Donc vous voyez que ce que je vous ai dit à l'installation ne se fait que se confirmer aujourd'hui.
Est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres chapitres? Allons-y. Donc, je fais partie du conseil d'administration du CCS et par contre, je vois l'augmentation de 450 000 en 2019 à 700 000 de la subvention de la ville au CCS. Oui, oui, augmentation importante. Alors pourquoi? Parce que pendant des années, on a versé 450 000 au lieu de 500 000, pour ceux qui s'en souviennent. D'ailleurs, j'ai été rechercher un petit peu l'historique. Hein. C'était bien au-delà de 500 000 il y a quelques années, sous les mandatures précédentes. C'est même monté au-dessus de 700 000. La volonté, c'est de rétablir la correction, parce qu'il y a un passif qui est là, qui traîne. C'est pas qu'il sert à rien, mais le CCAS, c'est la ville dans la ville, comptablement. Donc la volonté, ça a été de dire, on est en capacité aujourd'hui de dégager une somme plus importante, ça va rééquilibrer le CCAS et lui permettre d'être à zéro. On l'a vu ensemble au conseil d'administration, pour ceux qui étaient, ceux qui sont membres ici du conseil d'administration du CCAS, pour rééquilibrer volontairement et pouvoir partir de zéro, un peu comme solder un compte. Donc c'est quelque chose qui traîne depuis de nombreuses années. Il y avait un écart entre 50 et 70 000 euros par an. On l'a vu d'ailleurs cette année, il y avait, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête au CCS, mais on a vu qu'il y avait des reports déficitaires. Donc là, la volonté, c'est le rétablissement de tout ça. Mais comme je vous ai dit en conseil d'administration du CCS, j'y reviendrai en septembre. Pardon? Je dis comme je vous ai dit en conseil d'administration du CCS, j'y reviendrai en septembre. Oui. Lorsqu'on aura une réunion. Pas de souci. Je serai là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les chapitres? On en a terminé? On en a terminé, merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, on va passer au vote de ce budget 2020. Y a-t-il des abstentions? Vous vous abstenez? Alors, l'ensemble? Avec la procuration, hein, les 8, d'accord. Alors, qu'on soit bien clair, il n'y a qu'un seul vote. Hein. Donc vous abstenez sur l'ensemble. Je suis désolé, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Non, mais je vais avoir une précision et j'espère que Mme Watley pourra... comment dire, Mme Watley pourra m'aider dans ma réflexion. C'est que je sais que dans les autres mandatures, le budget était voté, il y avait la partie fonctionnement et la partie investissement. Tu veux... En fait, il a bien été précisé qu'il est présenté et voté par chapitre, les chapitres qui sont décomposés, mais on vote la globalité. En une fois. Voilà. Parce que je comptais voter pour le fonctionnement et m'abstenir pour l'investissement. Mais voilà. J'ai compris. Alors après, vous pouvez revoir votre position. Hein. Moi, je peux vous laisser 5 minutes pour réfléchir. Alors, c'est clair qu'en votant le budget en une seule fois, je le comprends, hein, voilà, j'ai pas de souci avec ça. Si vous votez contre les salaires, les subventions, les machins, tout est dedans. Non mais on vote pas contre, on a dit qu'on s'abstenait. Bon. C'est pas la même chose. En vous effet. savez que vous avez la majorité, vous êtes 25. Autant pour moi. Voilà. Autant donc moi ma question, si vous voulez, par rapport au budget de fonctionnement et au budget d'investissement, ouais. Voilà, c'est que le budget d'investissement, pour moi, j'aurais voté, je me serais abstenu par rapport au budget d'investissement. Pourquoi? Parce que je trouve que, voilà, dans le budget d'investissement, il y a beaucoup d'emprunts. Il y a beaucoup plus d'emprunts, de recherche de subventions. Je sais qu'on ne peut pas emprunter pour le fonctionnement. Le fonctionnement, on en a bien besoin. Oui. Voilà. Donc, et c'est tout, ma réflexion est là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on s'abstient. On n'est pas contre le budget primitif qui a été proposé, étant donné que c'est un budget qui a été travaillé par l'ancienne majorité, oui. dont la plupart des membres sont encore présents. Tout à fait. Voilà, donc c'est simplement ça. Alors, sur les emprunts, pour être très clair, hein, j'assume totalement les emprunts. Une ville qui emprunte pas, c'est une ville qui n'investit pas. Une ville qui n'investit pas, c'est une ville qui meurt. Mais voilà, on a besoin de ces emprunts. Alors, je souhaite en avoir le moins possible, qu'on soit bien d'accord. Ça veut dire qu'on aura eu des subventions. Ah non, mais on est d'accord. On est d'accord. On est bien d'accord là-dessus. Donc, je suis désolé, mais donc, du coup, on ne peut pas le faire par chapitre. C'est un vote en un seul bloc. Hein, c'est bien ça, Sylviane? Donc, voilà. Donc, vous vous abstenez? Vous restez sur l'abstention? Donc, 8. Hein 8 abstentions. Qui est contre? Je vous remercie. Le budget est donc adopté. Les derniers points sur les subventions. Alors, les derniers chapitres, c'est tout simplement parce que certains d'entre vous, dans vos fonctions de la vie de tous les jours, vous êtes concernés. Alors, je veux que vous soyez super prudents là-dessus, faites gaffe, parce que, voilà, vous ne pouvez pas, quand vous avez des responsabilités dans le monde associatif, prendre part au vote d'une subvention qui est attribuée à votre association. Que vous soyez président, trésorier, machin, etc., c'est du pénal, c'est un risque lourd, donc faites attention si vous êtes concerné. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'avec Marie-France, on a rectifié, et je ne sais plus... oui, il y avait qui d'autre? Non, je crois que c'était que Marie-France qu'on avait rajouté.
Donc, elle sera en point 2 points. Eh ben, on va le faire là. Donc, ce que je vous propose, on va les faire une par une, du coup, parce qu'à chaque fois, ce n'est pas les mêmes personnes. Et vous me confirmez, la personne qui est concernée me confirmera bien qu'elle ne prend pas part au vote. D'accord? Alors, attendez, je cherche après mon truc. Tac, 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 tac. Subvention 2.1.16, 2.1.6, page 13. Alors, c'est des subventions qu'on a retrouvées dans les tableaux. Hein. C'est juste qu'on les fait sortir pour attirer l'attention. Hein. Ce n'est pas des choses en plus. Donc là, on est à l'association Enfance, Jeunesse et Loisirs. Donc 1 000 €. C'est Madame Ghislaine Salin qui ne prend pas part au vote. Elle est où, Ghislaine? Elle est là. On est bien d'accord? On est bien d'accord. Donc, en dehors de Ghislaine Salin, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, moins Ghislaine. C'est bon, c'est noté? Pas de souci? On y va? Oui? Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais, attention, le règlement intérieur, il va arriver. Ben, je sais, on aura le temps de travailler ensemble, vous me l'avez dit. Monsieur le maire, moi, ma question par rapport à nous sommes pour la subvention, mais par contre, je sais que dans les années antérieures, l'association EJL émargeait sur les dispositifs Nos quartiers d'été. Ouais. Ouais. Et ma question, quid de 2020? Quid de 2020? Je sais même pas si la Ducasse dans 15 jours, là, elle va se tenir. Non, mais sérieusement. Monsieur le maire, vous savez que les dépôts de subventions, des dépôts de projets auprès de la région sont à la période du mois de janvier. Et qu'à l'époque, on ne savait pas encore que... Et quand on ne fait pas le projet, qu'est-ce qu'on a quand le projet ne se fait pas, on a l'obligation de quoi quand on a perçu une subvention? Ah, d'accord. Oui, l'année dernière encore. On était dans le parc du Seine et à la Maison pour tous. Non, mais concrètement, là, on est dans un truc particulier, comme la fête de nuit n'a pas eu lieu, le feu d'artifice, etc. Malheureusement, les quartiers d'été, ils ont tous leurs noms, n'ont pas pu avoir lieu. Et je pense, là, avec les messages que j'ai, que je vais avoir un peu de mal avec la Ducasse. Enfin, peut-être qu'il va accepter, mais voilà. Ce sont des sujets compliqués. Sincèrement compliqués. Donc, je reviens à l'association Enfants, Jeunesse et Loisirs. C'est voté, je crois. C'est ça? C'est bon? C'est voté? C'est voté. Allez, on y va. L'harmonie municipale. Donc là, c'est la subvention de 13 680 €. Et là, c'est Madame Christine Dibello qui ne prend pas part au vote. C'est bien ça? Personne d'autre n'est concerné par cette association? On y va comme ça. Donc, qui s'abstient, pardon, qui vote contre? Pas de souci, vous validez tout le monde. Donc, tout le monde sauf une personne. Subvention à l'association Créa Récup et compagnie. Là, c'est Madame Brissy Angélique. Elle est où, Angélique? Angélique, elle est là, Angélique. C'est une subvention de 200 €. Donc, Angélique ne prend pas part au vote puisqu'elle ne peut pas le faire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font partie de cette association? Non. Nous allons donc voter. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie pour cette unanimité. Ensuite, nous avons le Thai Boxing. 1710 €. Là, c'est Monsieur Mohamed Arbouche qui ne prend pas part au vote. C'est bien ça? Il n'y a que lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait partie de cette association? Non. On va procéder au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Moins une voix, puisque Mohamed ne participe pas. Subvention à l'association du comité de quartier de la Cité Taffin. On est à 500 € et c'est Germain d'absence qui ne participe pas au vote. C'est bien ça, Germain? C'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font partie de ce comité de quartier? Non. Nous allons donc passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. On continue. L'USEP de l'école Marcel Cabil est 430 €. Là, c'est Angélique Brissy. Angélique, elle est où, Angélique? Elle est là, Angélique. Pardon? Oui, oui, toujours placé au même endroit. Oui, ça va. Angélique, donc qui participe pas au vote. Excusez-moi, c'est la fatigue. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à cette association de l'USEP? Personne d'autre? Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie pour cette unanimité. Moins une personne. Subvention à l'association du Dojo Club, c'est une subvention de 57 880 €. Alors là, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un autour de la table, c'est parce que c'est une subvention supérieure à 23 000, pardon. Ah, pardon. Anne-Sophie? Elle est où, Anne-Sophie? Juste adhérente. Juste adhérente, ne prend pas part au vote. Bing. Donc, Anne-Sophie. Marie-France? Pareil? Dans le doute, je préfère le faire. Ça ne va rien changer.
Je préfère le faire comme ça. Donc Marie-France aussi? Ok. Donc 2? Sûr? Oui. Eh ben, il y a des sportifs, il y a des sportifs. Donc Virginie Semaille. 3. Qui dit mieux? C'est bon? Bon, si jamais quelqu'un se manifestait, qu'il le dise, mais voilà, c'est important de ne pas prendre part au vote. C'est noté? Pour tout le monde? Oui. Non, mais la petite question, monsieur le maire, c'est que soit on fait partie du conseil d'administration ou adhérent, complètement adhérent. Ça, c'est une vraie question, parce que Oui. C'est l'article L2131. Oui. Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris... Alors, on va se débrouiller avec ça, hein, désolé. Hein. Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressé à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Donc toute la difficulté, c'est de faire la différence entre un membre simple et un trésorier, un secrétaire. Moi, dans le doute, je propose de ne pas participer au vote pour être sûr de ne pas avoir de problème et de ne pas bloquer que ce soit le dojo ou n'importe qui d'autre. Hein. Ah, voilà, c'est la proposition que je fais. Je sais que certaines communes l'ont encore sous la gorge. Donc enfin, moi, je trouve que c'est mieux de le faire comme ça. On passe au vote? On n'a pas voté, hein, là. On est au dojo, hein. On n'a pas voté. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Donc, unanimité moins 3, 4? Ah bref, on a noté les noms, vous inquiétez pas. 3. La subvention à Vieux-Condé Foot. Donc, c'est l'octroi, je vais y arriver, hein, d'un montant de 51 300 € pour Vieux-Condé Foot. Et là, c'est monsieur Franck Aga qui ne prend pas part au vote. C'est bien ça? C'est monsieur... Oui. Non, mais je discutais avec mon collègue, avec Francky Lefebvre, qui faisait partie du club, mais qui n'a pas pris sa licence cette année. C'est à cause de ça que je vous posais la question sur l'adhésion. Non, mais on est à votre dispo pour les infos au fur et à mesure, hein, à chaque fois que ça se posera. N'hésitez pas à venir nous voir quand il y a un truc comme ça. Hein. Il vaut mieux le faire comme ça, sincèrement. Donc, monsieur Aga, vous ne participez pas au vote de la subvention de l'association Vieux-Condé Foot. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées? Pas d'autres personnes? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie pour cette belle unanimité pour Vieux-Condé Foot, sauf M. Aga qui ne participe pas au vote. La LCVC, subvention 17 100 €. Là, c'est M. Pierre Scaramuzzino qui ne prend pas part au vote, sauf erreur de ma part, c'est bien ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes concernées par la LCVC? Non? Très bien. On va prendre au vote n'importe quoi. On va voter. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie pour cette belle unanimité, sauf une personne, puisque tu ne participes pas. Ensuite, subvention de l'association Germinal, 1 280 €. Cette fois-ci, c'est Mme Laurence Dezoteux qui ne participe pas au vote, c'est bien ça? C'est bien ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont de l'association Germinal autour de cette table, de ces 33? Personne d'autre? Non? On va donc procéder au vote. Il faut suivre, Bernard, c'est la page 22. Merci. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Et donc, je continue. La 2.16, celle qui a 2.1.16, pardon, celle qui a été posée sur table. Donc là, on est sur l'amitié, l'association d'amitié franco-allemande, l'octroi d'une subvention de 2 990 €. Et c'est Madame Lemoine, Marie-France, qui ne participe pas au vote. C'est bien ça, Marie-France? Et Bernard. C'est vrai. Exact, bien vu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que ces deux personnes que je viens de désigner? Non. On va donc procéder au vote. Abstention. Qui vote contre? Je vous remercie pour cette unanimité, sauf forcément les deux personnes. Le 2.1.17, et c'est la dernière. Là, c'est une demande de subvention un peu beaucoup en retard de l'association Dépendance. Tout à l'heure, vous avez accepté de la poser sur table, c'est-à-dire d'accepter d'en débattre. Là, maintenant, on doit se prononcer sur l'attribution de cette subvention. Donc, qui vient se rajouter au tableau qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Forcément, elle n'était pas dedans. Donc, cette association Dépendance, je pense que tout le monde connaît. C'est l'octroi d'une subvention de 1 000 € pour cette association. Est-ce qu'il y a des avis contre, des abstentions? Je vous remercie beaucoup pour eux parce qu'ils étaient un petit peu dans le flou avec ça, et s'ils n'avaient pas eu leur argent, ça aurait été un petit peu compliqué pour eux. Je reprends mon ordre du jour normal. Je suis au vote du budget primitif des annexes de lotissement Boucau. Alors, très concrètement, il n'y a rien qui bouge cette année. Hein. On l'a vu déjà pour l'exercice 2019. On est à 120 000 d'entrée, 120 000 de sortie. C'est la valeur aujourd'hui foncière. Je vous rappelle que ces parcelles sont en face du foyer du LFR. Elles sont viabilisées.
Les voiries sont refaites. Je pense qu'on en reparlera en 2021. On est en train de travailler sur un projet sur ces parcelles qui font entre 400 et 500 mètres carrés chacune. Est-ce que vous avez des remarques sur ce budget annexe? Bon, il est forcément plus light que le budget communal, hein. On n'est pas sur les mêmes montants. Il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez? Oui. Les 8? OK. Parce que nous sommes abstenus au compte administratif. Oui, Nous sommes exact. abstenus au compte Exact. administratif 2019. Ouais. Oui, donc il est logique de le faire là. Pas de souci. C'est noté? Abstention? OK. On change de catégorie. Ressources humaines. Alors, c'est le 3 points. Forcément, je ne vais pas le trouver. Si. C'est le 3.1. Attribution d'une prime exceptionnelle aux agents mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Je passe la parole à Madame Caroline Di Cristina, adjointe à l'administration. Alors, Monsieur le maire, la crise sanitaire a engendré un confinement généralisé du 17 mars au 10 mai 2020. Cependant, afin d'assurer la continuité des services publics, des agents ont été mobilisés durant cette période dans des conditions et circonstances qu'il convient de valoriser. C'est pourquoi il est proposé d'attribuer une prime destinée à compenser les sujétions exceptionnelles auxquelles ont été soumis certains agents afin d'assurer la continuité des services publics. Le montant de cette prime est plafonné à 1 000 € par agent et sera proratisé selon le temps de travail effectif de l'agent. C'est une prime exceptionnelle versée en une seule fois, cumulable avec les autres éléments de rémunération et qui est exonérée d'impôts sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. Merci beaucoup. Alors, vous le savez, le personnel s'est mobilisé pendant le Covid. Donc là, on parle du personnel de la ville. On a parlé ensemble déjà du personnel du CCAS, à qui nous avons attribué aussi cette prime de 1 000 €. Alors, cette prime de 1 000 €, c'est un maximum. Il correspond forcément au texte réglementaire qui nous permet aussi d'être exonérés tant pour la personne sur son impôt que nous sur nos taxes. Voilà, il fallait donner un geste fort et je pense mérité. Donc concrètement, on l'a fait pour le CCAS. Alors quand je dis le CCAS, c'est le LFR, le service de soins à domicile et le service d'infirmiers à domicile aussi. Voilà, tout le monde, on l'a voté tous ensemble. Là, la volonté, c'est de faire la même chose avec le personnel de la commune, à qui je voudrais renouveler mes félicitations parce que ça n'a pas été simple. Beaucoup se sont exposés. Et donc la volonté, ça a été de faire à hauteur de 1 000 €. Alors attention, par rapport au présentéisme, hein, c'est-à-dire que si quelqu'un a travaillé 15 jours, 1 000 € c'est le maximum, il sera proratisé aux 15 jours qu'il a travaillé, il ou elle, hein, bien évidemment, qu'il a travaillé, que ce soit les astreintes, les maintiens de service, etc. Parce que je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de services qui ont été maintenus, qui ont même été mis en place, y compris le samedi et le dimanche. C'est-à-dire qu'en mairie de Vieux-Condé, quand vous appeliez le dimanche, c'était 7 jours sur 7, il y avait quelqu'un qui décrochait. Petite dédicace à Chloé, elle se reconnaîtra. Est-ce que vous avez des questions sur cette prime? Oui, Madame De Zoteux. Micro. Sinon, c'est pas enregistré. Est-ce que vous pouvez nous donner aujourd'hui déjà une estimation du montant? Oui. Je l'ai à peu près 21 000 €. À peu près. Et est-ce que vous... Micro. Est-ce que vous avez associé les sociétés extérieures style de Richebourg qui ont contribué? Non, parce que ça se fait dans certaines sociétés. Oui, mais on n'a pas le droit de faire d'immixtion. En fait, on est l'employeur de la ville et on ne peut pas faire de l'immixtion à un employeur privé. Par contre, rien n'empêche à de Richebourg de verser une prime s'il le souhaite. Okay. Non, mais c'est parce que ça se fait dans certaines sociétés qui ont des sociétés extérieures. Bien sûr, mais c'est une société. On n'a pas d'immixtion à faire. On n'a pas le droit de le faire d'ailleurs. Ça va, je vous remercie. Merci. D'autres questions? Monsieur Haga. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'était par rapport aux critères. Donc, vous avez dit que, voilà, par rapport aux personnes qui, pendant cette période, ont travaillé, est-ce que c'est ceux qui étaient en présentiel ou aussi ceux qui étaient en télétravail? Les deux. Les deux. C'est indiqué dedans, dans la délibération. Ouais, leur fonction présentielle ou télétravail. Pourquoi je dis ça? C'est aussi important. Alors, ça peut paraître bizarre, hein, mais le télétravail a fait bouger les choses et d'ailleurs va faire bouger les lignes en termes de ressources humaines. Hein, on sait, mais c'est pas que chez nous, hein, c'est partout en France. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Le fait d'avoir été mis au pied du mur du télétravail nous a permis de voir si c'était efficace ou pas. Il y a certains services où on peut pas. Hein, je pense aux services techniques, voilà, mais je pense à d'autres services. Je pense aux finances, je pense à tous ces éléments-là où on a la possibilité d'avoir des logiciels à distance. Voilà, c'est des choses auxquelles on va réfléchir énormément. Donc oui, les deux.
présentiel, comme on dit. C'est ça le terme, hein? Oui, présentiel et télétravail. Donc les deux sont concernés au prorata de ce qu'ils ont télétravaillé ou ils ont été présents physiquement. Mais vous avez répondu à ma deuxième question, parce que par nécessité d'organisation de travail, il y a certains secteurs qui ont travaillé, oui, et dont d'autres non. Oui, exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la prime Covid, qui est une volonté, hein, qui n'est pas une obligation, hein, mais bon. Et qui a été la même chose pour le CCH, je vous le rappelle. Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie pour cette belle unanimité. Ça leur fera très plaisir. Ensuite. Événementiel. Nous sommes sur le 4.1, récompense aux bacheliers. Je passe la parole à Madame Christine Dibello qui va nous expliquer tout ça. Alors, merci, Monsieur le maire. Alors, pour ma première intervention d'adjointe à la vie scolaire, il m'est agréable de pouvoir présenter cette délibération puisqu'elle vient récompenser nos jeunes vieux-condéens qui terminent leur vie de lycéen et qui vont demain se diriger vers d'autres projets, qu'ils soient universitaires ou d'engagement ou d'emploi. Je souhaite aussi féliciter mon collègue, M. Jean-François Smith, qui était à l'initiative de ces récompenses aux bacheliers. Donc, Monsieur le maire, ce projet de délibération propose, si le Conseil en est d'accord, de récompenser par le biais de chèques cadeaux et de chèques cinéma nos jeunes lycéennes et lycéens qui ont obtenu le baccalauréat en 2020, qui, j'en suis certaine, restera dans l'histoire. Les récompenses se feront de la manière suivante: 2 places de cinéma au Cinémande pour les candidats ayant obtenu leur baccalauréat sans mention, un chèque cadeau d'une valeur de 50 € pour les mentions assez bien, un chèque cadeau de 100 € pour les mentions bien et un chèque cadeau d'une valeur de 150 € pour les mentions très bien. La cérémonie de récompense aux bacheliers se tiendra le samedi 5 septembre 2020 à 11 h. Je vous remercie, Monsieur le maire, et vous rends la parole pour le vote. Merci. Merci beaucoup, Christine, et félicitations pour ta première intervention. C'est toujours un baptême du feu. Tout est dit. Voilà, on a installé ça, c'est Jean-François, JF, qui a installé ça en début de mandat. C'est toujours un moment de convivialité et c'est une façon de remercier les bacheliers. Alors, je ne sais pas si on en a plus que d'habitude, vu comment les examens se sont passés. À mon avis, on va en avoir un peu plus. Tant mieux, on fera des heureux. Voilà, donc c'est des chèques cadeaux culture, donc c'est quand même chouette. Et puis, chaque fois, on a des mentions, donc on en est très heureux. Donc, notez cette date. Ça sera une réception officielle en mairie avec tout le monde et la remise des chèques. Y a-t-il des questions sur cette récompense aux bacheliers? Pas de questions? Je vous propose de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette belle unanimité et pour ces jeunes. Gratification aux musiciens titulaires d'une distinction fédérale. C'est moi qui l'a fait, celle-là? C'est moi qui l'a fait, celle-là. Alors, comme chaque année, l'harmonie municipale et des mineurs de Vieux-Condé et de Fresnes, c'est une association qui est portée par les deux, décide d'octroyer une prime. Alors, je vais vous donner mon avis perso. L'ancien maire est présent autour de la table et à chaque fois, je me suis dit, mais je vais vous le lire. Je vais vous le lire, vous allez comprendre. On parle d'années d'expérience, hein, on ne parle pas de l'âge de la personne. Donc, on s'imagine, on est à l'harmonie municipale, et on a un musicien qui est là. S'il fait 15 années d'expérience, il a 15 €, et ainsi de suite. 20 années, 17 €, ne me demandez pas pourquoi. Hein. Je pense que c'était en francs à l'époque, ça a été converti. Parce que c'est une très très vieille convention. Et quelqu'un qui a 70 années de présence, pas d'âge, de présence à l'harmonie, touche 46 €. Je proposerai donc aux membres de ce conseil municipal d'essayer de revoir un peu à la hausse. Quand on a quelqu'un, je crois, Madame Dibello, qu'on a quelqu'un qui a plus de 70 ans d'expérience. Il me semble que oui. Voilà, donc on a quelqu'un qui est concerné. Je pense que ça mérite un peu mieux que 46 €. Voilà, c'est mon avis personnel. Sachez que la ville de Fresnes, je crois, mais on va se renseigner, hein, mais verse la même chose, c'est ça? Oui, la mairie de Fresnes verse la même chose en chèque cadeau. Voilà, donc on va essayer de se mettre d'accord avec la mairie de Fresnes pour essayer d'augmenter un petit peu, parce que
70 ans de présence de musiciens pour un monde associatif, c'est champion du monde, quoi, le truc. Donc voilà, je pense qu'on se reverra. En tout cas, là, c'est présenté, malheureusement, comme depuis des années. Je vais donc vous demander de vous... Enfin, est-ce qu'il y a des questions, d'abord? Non, il n'y a pas de questions. Nous en discuterons en commission culture. Exactement. Présidé par M. Smith. Allez, on passe au vote, s'il vous plaît. Les abstentions, les avis contre. Je vous remercie pour cette belle unanimité. Qu'est-ce qui nous reste? Oui, les marchés publics. C'est moi, ça aussi? C'est moi, ça aussi. Allez. Alors, les deux sont liés, les 5.1 et 5.2. On est dans une démonstration très importante d'un groupement de commandes. C'est quoi? C'est l'achat de l'énergie. C'est très important pour une commune parce que vous vous doutez bien que l'énergie, ça représente une consommation très importante. C'est du budget de fonctionnement en plus, donc c'est le nerf de la guerre. Donc la volonté, c'est quoi? C'est d'approuver une convention qui va constituer un groupement de commandes avec plusieurs communes. Vous l'avez en annexe, la convention. Vous avez même le nom des communes. On peut peut-être me le donner. Tiens, cherche-le moi s'il te plaît. Donc ça, c'est la première délibération. Et la deuxième délibération, c'est d'adhérer à ce groupement de commandes. Voilà. Alors, dans la convention, qui est en pièce annexe, pour votre information, la composition du groupement, il y a Petite Forêt, Fresnes-sur-Escaut, Aubry-du-Hainaut, Quérénin, Saint-Hébert, Artres, Curgy, Audomé et Onnain. Et nous avons l'honneur, ville de Vieux-Condé, d'être coordonnateurs de ce groupement. C'est-à-dire, c'est nous qui allons gérer la mise en concurrence pour le compte de nos collègues. Donc vous voyez, le schéma de mutualisation, comme j'aime bien l'appeler, il va dans les deux sens. On met notre matière grise, notre ingénierie à disposition, parce que certaines communes n'ont pas les moyens d'avoir des services comme les nôtres, parce qu'elles sont plus petites, elles n'ont pas le budget, et on fait pot commun sur le truc pour tirer le prix vers le bas. Voilà un bel exemple. Donc la première, c'est l'approbation de la convention que vous avez en page annexe, et la deuxième, c'est le fait d'adhérer au groupement de commandes. Vous voyez dans la première, le 5.1, d'ailleurs, à un moment donné, au milieu, il est proposé de désigner la commune de Vieux-Condé comme coordonnateur du groupement de commandes, c'est-à-dire que c'est nous qui allons lancer la consultation, et bien sûr, chaque élu de chaque commune aura un représentant pour décider de qui choisir, le prestataire, etc. Le but, tirer l'énergie vers le bas. Est-ce que vous avez des questions sur la première délib? Pas de questions? On passe au vote. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Sur la deuxième, on a approuvé la convention. Le but, là, c'est de rentrer dans la convention. Même principe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Alors, police municipale, la charte de déontologie de la vidéoprotection. Je pense que vous l'avez lue. Elle est dans vos pièces annexes. Vous en avez aussi un résumé dans l'ordre du jour. C'est tout simplement, est-ce que vous avez des questions sur la charte? Alors, c'est une charte de déontologie concernant la vidéoprotection. C'est la réglementation, concrètement, sur la bonne utilisation des caméras. Je rappelle d'ailleurs que ces caméras ne filment pas tout. C'est-à-dire que, concrètement, je vous rassure, on ne vous verra pas dans votre salle de bain en train de vous déshabiller. Voilà. Tout ça est mis sous carré et censuré. On ne voit que la partie urbaine, la partie ville. Voie publique, le domaine public, pardon, merci, le domaine public, on ne voit pas tout le reste. Et tout ça est aussi validé par des commissions avec le commissariat, le procureur, le sous-préfet, etc., etc. Donc là, c'est une charte qu'on s'engage à respecter, ça tombe sous le sens, bien évidemment. Vous avez des questions sur cette charte? Monsieur Aga. Moi, ma question concerne l'article 2, les conditions de fonctionnement du système de vidéoprotection, page 5. Donc, les personnes responsables de la vidéoprotection sont cités, Monsieur le maire. Oui, c'est moi. Le responsable du service de la police municipale et le responsable de l'exploitation de l'enregistrement des images. Voilà. Donc, ma question, c'est qu'en termes de délégation, lorsque nous sommes installés, vous avez donné délégation lorsque vous n'êtes pas présent à Madame Di Cristina. Donc, c'est-à-dire que, d'office, lorsque vous n'êtes pas présent, c'est Madame Di Cristina. Non. D'accord. Le pouvoir de police du maire, monsieur le maire, n'est pas délégable. N'est pas délégable. Non. D'accord. Bon. Pour information, les images sont enregistrées 15 jours. Ça, je peux le dire parce que c'est là. C'est écrit dans la charte. Ouais. Voilà. Écrasées, effacées par disque dur, etc., etc. Il n'y a que moi qui puisse les voir et bien sûr les autorités, magistrats, procureurs, etc., etc. Sur réquisition. D'accord. D'autres questions sur cette charte? On peut passer on vote, Oui, on vote la charte. On la vote, celle-là? On la vote. Qui est contre cette charte? Qui s'abstient? Non. Je vous remercie pour cette belle unanimité. Qu'est-ce qui me manque? Il m'en manque un?
Le point 7, c'est le dernier. Le point 7, technique, service technique et urbanisme. Alors, c'est une réserve foncière. Vous avez le plan, hein, c'est peut-être plus simple comme ça. Vous avez le plan. Alors, comment expliquer ? On est à l'arrière, la parcelle, oui, je veux dire la parcelle, qui est à l'arrière du vétérinaire actuel qui se trouve rue d'Enfer-Rochereau. Donc concrètement, la volonté, c'est cette enveloppe, ce L des 3 parcelles. La première, donc on a déjà cette clinique vétérinaire qui fonctionne, qui est là aujourd'hui, qui fonctionne bien. Je viens de signer, je ne sais plus quand, cette semaine, je crois, je ne sais plus comment je dis, pardon. Cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, avec les kinés, orthophonistes, infirmiers, etc., qui vont se mettre sur la parcelle d'à côté. Et donc, on est en train de réfléchir à une logique parcellaire, c'est-à-dire qu'en gros, il y a très peu de parcelles aujourd'hui qui sont disponibles sur Vieux-Condé. Il y a une densité urbaine très importante. Donc, dès qu'il y a une possibilité, cette parcelle aujourd'hui est à vendre. Il y a un acquéreur qui s'est manifesté et il y a une possibilité pour nous de faire une déclaration d'intention d'aliéner. La volonté, c'est quoi ? C'est de garder un foncier qui est un foncier constructible sur lequel il n'y a rien aujourd'hui. C'est vraiment un champ. Donc on le voit sur le plan. Et donc la volonté, je résume, mais voilà, on a la chance d'avoir du médical qui commence à se manifester, porter un intérêt sur la commune de Vieux-Condé, et c'est tant mieux, en dehors de Filieris et autres, qui sont aussi nos partenaires. On a une dentiste qui ouvre bientôt rue Victor Hugo. C'était l'ancien... chez Sina, l'ancien vidéoclub, voilà, où vous voyez toute la façade qui est en train d'être faite. Voilà. Alors, je ne vous cache pas qu'on va faire une opération drague, mais vraiment une opération drague, dans les termes. Nous cherchons un ophtalmo, parce qu'aujourd'hui, quand on cherche un ophtalmo, faut aller sur Anzin, au mieux. On n'y arrive pas, donc on va rencontrer l'ordre, on va rencontrer tout le monde, et on va essayer de trouver une solution pour attirer chez nous, sur notre territoire, et on aimerait bien. Donc voilà, donc il y a une logique. Quand on maîtrise le foncier, on ne le maîtrise pas pour rien, forcément, c'est un coût. Et donc la volonté, c'est de maîtriser le foncier, de réfléchir demain comment on va le redistribuer. Donc c'est pour ça qu'elle a été posée sur table. Pourquoi posée sur table ? Parce qu'il y a une DIA, une déclaration d'intention d'aliéner par Valenciennes Métropole, et que nous avons un délai pour répondre à cette intention d'aliéner le terrain. Donc cette proposition est faite, et vous avez sur le plan la parcelle BH, je ne sais plus combien, BH 605. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Je vous remercie. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie pour cette très belle unanimité. Oui, alors, Monsieur Aga, vous aviez des questions diverses. Tant que le règlement intérieur n'a pas été refait, lâchez-vous. Je ne vais pas me lâcher parce qu'au règlement intérieur, j'y viendrai aussi. Donc, cela concerne le compte rendu de la désignation des délégations. Donc, j'ai que quelques petites questions à poser. Oui, voilà. On y va. Donc, déjà, par rapport à la délégation de Mme Di Cristina, est-ce que, Monsieur le maire, vous prévoyez, comme j'ai posé la même question au CCS, de pouvoir voir l'organigramme du personnel municipal ? Oui, bien sûr. Voilà. Non seulement on va avoir l'organigramme, mais il va bouger. Ah oui, non, mais je me dis. Non, mais je veux dire, on va le voir souvent, c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. Très, très régulièrement. D'accord. Non, mais si à chaque fois on pouvait les avoir, ce serait bien aussi, parce que j'en reviens. Voilà. Par contre, la deuxième, elle concerne la création du club du 3e âge. Oui. Un peu comme le conseil municipal des enfants. C'est ça. Est-ce qu'il y aura un budget qui sera alloué justement à ce club du 3e âge, en lien justement avec le travail qui est mené avec le CCS et le foyer, ou est-ce les personnes autonomes qui vivent chez eux, donc qui pourraient être sollicitées par rapport aux actions ? En fait, l'idée, c'est d'avoir la représentativité d'un peu l'ensemble de ce que vous venez de dire. Ouais. Je pense que ça serait intéressant. Donc c'est le conseil municipal des seniors, jeunes seniors, on va dire ça comme ça, des gens qui sont déjà peut-être dépendants en service de soins ou d'aide à domicile, etc. Et de gens qui sont peut-être déjà logés ou assistés ou qui sont peut-être déjà porteurs de handicap. Voilà, je pense que la Constitution, elle est comme ça. On va rencontrer 3 ou 4 communes qui ont déjà un conseil municipal des seniors pour ne pas partir tout seul et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et comme le conseil municipal des enfants, ils auront leur propre budget. Ils auront leur système d'élection, d'ailleurs, il y aura un maire, il y aura des adjoints, etc. Et on les rencontrera régulièrement, comme le conseil municipal, qui avait un budget de 10 000 ou 20 000 euros, je ne sais plus. 20 000, je crois. C'est 20 000 euros, le conseil municipal des enfants. Donc je pense qu'on essaiera de faire l'équivalent aux seniors. Il n'y a pas de raison qu'on fasse une somme différente. En tout cas, c'est ce que je proposerai. D'accord.
Ma question elle concerne M. Simon. Hein. Concernant la mise en œuvre de stratégies territoriales de sécurité et de prévention de la délinquance, est-ce qu'il y a déjà un document? Parce qu'on parle de mise en œuvre, donc c'est qu'il y a un document de stratégie de prévention de la délinquance au niveau de la commune de Vieux-Condé. Je réponds? Je peux répondre? Je réponds. Il y a plus que ça. Il y a un CLSPD, il y a un CISPD. Donc il y a un emploi créé. Ouais. À charge partagée par les communes adhérentes à ce CISPD. Les 3 communes, oui. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, il y a ça. Il y a le PPMS, plan de prévention de sauvegarde, aide-moi, j'ai oublié les initiales. Si. Plan communal de sauvegarde. La ville de Vieux-Condé a été un des premiers d'ailleurs à le déposer au sous-préfet en 2014 ou 2015, c'était un nouveau texte. Hein. Voilà. Ensuite, il y a une réflexion pure et dure sur le recrutement et le renforcement de la police municipale, sur le maintien et le déploiement des caméras de vidéosurveillance. D'ailleurs, la police municipale a reçu, je parle sous le couvert là-bas parce que j'en vois son accord pour porter les caméras filmées. On l'a reçu lundi, je crois, c'est ça? Voilà. Les caméras mobiles, piétons. Ouais, les caméras qui portent sur eux, voilà, parce que des fois c'est difficile. Donc oui, on va avancer. Et d'ailleurs, la commission qui sera sous l'égide de l'adjoint référent fera des propositions. Et la volonté, oui, c'est d'avancer sur. Alors, la prévention de la délinquance, elle est importante à tous les niveaux, et aussi la répression, sincèrement. Dans ce qu'on a vu et dans ce qu'on a saisi comme véhicule, dans ce qui s'est passé rue du 8 mai 45, je ne parle plus de prévention. Je parle de répression. Et ça ne me gêne pas. Je n'ai pas de souci avec ça. Mais par contre, oui, de la prévention, bien sûr. On a, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'opération où on offre les VTT d'ailleurs aux gamins. Le Junicode, par exemple, qui fait aussi partie de la sensibilisation. Et à la fin, on leur offre un VTT, un casque, etc. Donc ça fait partie aussi des actions de prévention. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Je continue. Eh bien, justement, on reste sur ce sujet-là. Vous savez la presse nous a relaté l'agression d'une joggeuse. Voilà. Oui. Il y a eu des feux de benne au niveau de la rue du 8 mai à l'ancienne assiette du lycée. Oui. Il y a eu des cambriolages pendant cette période. Oui. Il y a même eu un braquage. Des braquages à la librairie, dont... Non, il y a aussi au Monde Perouet. Oui. Voilà. Donc, voilà, la réflexion, c'est à cause de... D'où ma question de stratégie de prévention de la délinquance. Je suis tout à fait d'accord avec vous je suis tout à fait d'accord avec vous pour la répression quand il faut. Ah oui, oui. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'espère. D'où ma question sur la stratégie territoriale de prévention de la délinquance sur la ville de Vieux-Condé. Je ne peux pas répondre, et c'est super frustrant, Monsieur Aga, mais je pense que dès demain dans la presse, ou après-demain, allez, au plus tard lundi, vous allez avoir déjà une première réponse dans la presse de l'efficacité de ce qu'on a mis en place. Mais je ne peux vraiment pas le dire parce que je n'ai pas le droit. Hein. Sincèrement, c'est pas, voilà, c'est pas par envie ou par défi. Voilà. Mais vous allez avoir la population, l'ensemble de la population, et même les communes voisines qui ont participé à tout ça, vous allez avoir une réponse sur l'efficacité de tout ça. Et voilà. Et on souhaite que ça se reproduise pas. On est inquiet. On est inquiet parce que les caméras sont une chose, la police municipale en est une autre, mais il y a des fois où tous ces moyens-là ne servent pas, on fait chou blanc, ça arrive. Des fois on n'a pas la plaque, des fois on n'a pas le visage, on n'a pas des choses comme ça, c'est très compliqué. On a essayé d'être le plus réactif possible, on essaiera de l'être encore plus. Le partenariat, d'ailleurs j'ai signé la convention avec le commissariat de Condé la semaine dernière, puisqu'il y a un vrai partenariat. Je rappelle que la police municipale a le même équipement radio, ce qui est assez rare en France, que le commissariat. Donc ils se parlent en direct, je vais dire talkie-walkie, c'est pas le bon terme, mais je vais dire les téléphones numériques d'aujourd'hui. Voilà, en termes de réactivité, vous aurez une réponse que je n'ai pas le droit de vous donner là vraiment, parce qu'elle est voilà, elle est très récente. Mais voilà, ça donne du résultat. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres sujets? Non. Bien. Est-ce que Madame Laurence? Si. Oui. Madame Desauteux. Je voulais revenir sur le montant des subventions allouées aux différentes associations. Oui. Y a-t-il quelque chose de prévu pour justement subvenir à tous les frais que vont avoir ces subventions par rapport au Covid? Les masques, le gel? J'ai dit tout à l'heure, enfin je ne sais pas si ça a été bien perçu, mais je rencontrerai les associations au mois de septembre. Là, l'urgence était de voter les subventions de base, parce que il y a certaines associations à qui on a pu faire des avances et d'autres qui attendent toujours leurs subventions. Et là, on est au mois de juillet et d'habitude, ils ont touché depuis au moins 2 mois, 3 mois même. Je les rencontrerai au mois de septembre et j'annoncerai des choses.
Je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que j'ai besoin de les rencontrer, j'ai besoin qu'on parle avec les présidents. Et puis, les associations ne sont pas toutes les mêmes, n'ont pas toutes la même taille, n'ont pas toutes le même fonctionnement. Et on a même des associations qui ont des salariés. Donc voilà, les difficultés ne sont pas les mêmes. On a des toutes petites associations qui sont peut-être moins impactées ou plus. Hein, c'est pas automatique ce que je suis en train de dire. Mais voilà, la volonté, c'est de les rencontrer en septembre. C'est pas pour leur annoncer les mauvaises nouvelles. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que... Voilà, je suis pas le bon Dieu, je suis pas en train de dire je vais prendre ça et je vais le donner comme ça. Je veux juste rencontrer ce monde associatif, passer du temps avec eux et discuter et concrètement voir comment on peut les aider dans les limites de ce qu'on sera en capacité de faire, les limites budgétaires. C'est pour ça que je vous dis qu'on aura des décisions modificatives sur un budget sans prétention aucune, hein, mais sur un budget où voilà, il faut aller jusqu'au bout. On vit une crise et oui, le monde associatif a aussi été impacté. Je sais que certaines associations ont même remboursé ou déduit sur les prochains mois des abonnements mensuels, par exemple. Voilà. Ou ont annulé des choses qui étaient prévues et qui se sont retrouvées avec des frais qui ne pouvaient pas être remboursés. Donc je pense que ça va être du cas par cas, mais voilà, mon souhait, c'est vraiment de les entendre, de les écouter surtout. Surtout de les écouter. Je vous remercie. Merci. Est-ce que nous avons terminé? Bien. Quelle heure il est? 19h48. Je déclare la séance levée. J'ai rien oublié. Je voulais juste remercier l'ensemble du personnel qui a bossé sur tous ces dossiers-là, parce que c'est pas simple. Remercier le directeur général des services, remercier aussi Madame la directrice générale adjointe, Sylviane, Anne, tout le monde. Oui, on me fait signe là-bas. Alors oui, ne partez pas sans... la fameuse phrase qui tue, ne partez pas sans avoir signé les PV, s'il vous plaît, c'est là-bas dans le fond, la table du fond. Voilà. Tout est aligné là-bas. Merci et bonnes vacances pour ceux qui partent.